Bonjour à tous, je m'appelle Ariane, je suis thérapeute et hôte de ce podcast. Pour cette nouvelle édition d'Hypnose et Conversations thérapeutiques, j'ai décidé d'explorer avec vous différentes voies et méthodes de compréhension et guérison de l'anxiété. Je vais donc à la rencontre de disciplines, de personnes explorant au quotidien le lien entre le cerveau, le corps et l'esprit. Je propose des séances en visio et en présentiel pour vous aider à changer d'angle de vue, à poser un regard différent sur ce que vous nommez encore aujourd'hui blocage, problème et même symptômes. Pour en savoir plus, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, Ariane Hypnose. Bonjour à tous, je suis très contente de vous proposer cet épisode qui est très authentique et absolument sans filtre. Vous êtes complètement invités à suivre une discussion à notre table. Je vous propose un angle de vue, encore une fois, et en aucun cas une vérité, mais peut-être que ça peut vous inspirer et vous guider sur votre propre chemin. J'ai voulu mettre en avant le parcours de Marine et vous découvrirez pourquoi dans un instant. Et j'ai surtout voulu mettre en lumière la puissance de nos croyances dans notre quotidien. Moi je trouve ça passionnant, vous me direz pour vous. Encore une fois, une seule façon de soutenir le podcast en tout cas, c'est de le suivre ou de déposer un avis. Je sais que sur Apple Podcast c'est possible. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très très bonne écoute. Bonjour Marine, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Pour remettre les choses dans leur contexte, je te connais par ma belle-sœur Noémie qui un jour m'a parlé de toi et il m'a conseillé de jeter un œil à ce que tu proposais. Moi à cette époque, je crois que j'ai entre 24 et 25 ans, je sais plus, je suis une thérapie. Et à Paris, dans le 16e, et la psy me dit me propose des exercices qui sont hyper intéressants et assez efficaces, mais elle me dit que ça sert à rien de regarder trop dans le passé et qu'il faut avancer. C'est parce qu'en gros, sa métaphore, c'est comme ouvrir une poubelle, tu trouveras toujours des déchets ou de la merde. Donc, je suis plutôt d'accord avec elle, mais je sens quand même qu'il y a quelque chose d'assez dégueu en moi ou quelque chose de triste, de lourd, de très lourd. Voilà, même de gluant. Et je comprends en fait qu'elle veut pas du tout creuser sur le sujet, donc je vais de plus en plus mal et je décide de terminer cette thérapie. Les séances, elles sont limitées en 45 minutes, ce que je trouve parfois un peu court, alors que justement en fin de séance, je commence à pleurer, etc. Bim, ça se termine, on se voit à la prochaine séance. Ça me coûte 100 balles aussi, il faut le dire. Et voilà. Donc, je me dis que je vais peut-être contacter cette fameuse Marine. Et je regarde un petit peu plus ton profil Facebook. Alors, Facebook, c'était un réseau social à l'époque où on allait tous. Et je vois tes photos déjà qui sont assez impressionnantes puisque tu étais aussi danseuse professionnelle. Et je me rends compte dans ta description ou dans ta présentation, en fait, que tu n'es pas formée en France, mais aux États-Unis. Et là, je me dis, hyper intéressant, ça veut dire vraiment autre mindset, autre culture, donc on y va. Pour parler aussi de ton approche, puisque j'ai aussi suivi des formations avec toi, je dirais que ce n'est absolument pas conventionnel. On est très loin de la neutralité qui est proposée par certaines écoles de psychologie classico-classique, soit des écoles privées, soit à la fac tout simplement, où le psy est invité à rester dans une totale neutralité vis-à-vis de son patient, à pas trop sortir de la théorie. Le thérapeute ne doit pas en tout cas partager ses expériences personnelles pour ne pas projeter et ne doit absolument pas parler de lui, ne doit pas tutoyer aussi et j'en passe un certain nombre. Or, je crois aujourd'hui que l'indignation vis-à-vis de certains événements de notre vie, la compassion d'un thérapeute est le véhicule d'une thérapie qui est réussie et de voir aussi finalement qu'en face de nous, on a un être humain, donc ça veut dire avec des forces, des faiblesses et beaucoup de paradoxes, fait beaucoup de bien et nous permet justement d'être dans un espace en tout cas sécuritaire pour transformer du plomb en de l'or. De ce que j'ai pu observer, en tout cas vivre et apprendre aussi à tes côtés, je dirais que le point fort de ton approche, ce qui te différencie aussi, peut-être d'autres thérapeutes, ça va être vraiment le mindset. Beaucoup de choses commencent dans notre esprit, ce à quoi on croit, ce qu'on imagine de possible, ce qu'on visualise, ce qui nous appartient et ne nous appartient pas. Alors je te laisse te présenter de la manière la plus juste pour toi et si tu veux bien aussi revenir sur ton parcours de formation.
Alors, merci déjà pour cette présentation et bravo, c'était très beau de te regarder parler comme ça. Moi à la base j'étais danseuse, enfin la base, non, mais en professionnel j'étais danseuse pro. Je faisais plusieurs styles de danse et j'ai fait ça pendant à peu près 10 ans. Et les 3 dernières années où j'étais dans la danse pro, ça ne me convenait plus du tout. Et donc mon corps commençait à me le hurler, me le crier, me le déclarer dans tous les sens possibles pour que j'arrête un métier qui ne me convenait plus. Il ne me convenait plus par rapport à mes valeurs. En fait, je pense qu'il m'avait jamais réellement convenu. C'est juste que je m'en rendais pas compte parce qu'en plus, surtout vers 20 ans, un petit peu avant 20 ans, quand on commence ce genre de taf, c'est un peu la colonie de vacances tout le temps, où on danse, où on s'éclate, où on voyage, où on est toujours en train de bosser plus ou moins avec les mêmes personnes. Donc ça fait vraiment comme une énorme colonie de vacances. Et puis j'avais été prise chez Block Agency, une énorme agence à LA, enfin énorme, en tout cas une des meilleures à l'époque, voire la meilleure. Et je me souviens qu'il y avait d'ailleurs une émission sur MTV quand on était petite, je sais plus comment ça s'appelait, Dance Life ou un truc comme ça, je sais plus, bref. Les danseurs étaient dans cette agence et je me disais, waouh, incroyable! Mais moi, je pourrais jamais y aller dans cette agence parce qu'elle est aux États-Unis et je suis française. Et donc, quand j'ai été prise dans cette agence, je me suis dit, bah si, c'est une preuve qu'il faut que tu continues la danse. Et donc, j'ai fait mon visa, tout vraiment se déroulait sous mes pieds, même les lettres de recommandation que j'ai eues, enfin, vraiment tout s'alignait. Donc, je me disais, bah vu que tout s'aligne, il faut vraiment que je continue la danse parce que non, je peux pas en sortir. Enfin, je peux pas oser sortir de ça alors que vraiment tout va dans mon sens. Et puis un jour... J'étais en répétition pour une pub à Londres et c'était la goutte d'eau en fait par rapport à des choses que je n'aimais plus dans ce métier où je me suis dit mais non mais je pense que tout s'est déroulé aussi bien justement pour que tu puisses en sortir sainement et sans avoir fait et dépensé des mille et des cents pour au final arrêter. Donc j'avais dépensé mon visa, j'ai payé mon visa mais je ne l'ai jamais déposé parce que je pouvais avoir 2 mois comme 3 ans. Ça venait de passer justement où on n'avait plus 3 ans automatiquement. Et j'avais rencontré mon chéri entre-temps. Et moi, l'amour, ça passait avant toute chose. Et surtout avant un métier que je ne voulais plus faire. Donc je me disais, non, mais je ne partirai pas. Donc je le paye, je ne le dépose pas. Et le jour où, peut-être, qu'il sera complémentaire sur un autre dossier, avec un autre métier pour repartir aux États-Unis. Et donc ce jour-là, j'étais dans cette salle de danse. On était peu de danseurs. On était 5 ou 4 en tout. Et je sais même plus où étaient les autres. Je me voyais vraiment comme seule au monde dans une bulle de prise de conscience. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aimes d'autre ? Et là, je revois tout ce qui est au niveau psychologie. Je me dis, mais tout ça, ça m'a toujours fascinée. Et puis je coupe court en me disant, oui, mais ça t'a toujours fascinée, mais t'as trop d'empathie. Donc est-ce que tu pourrais vraiment faire un travail comme ça ? Et là, pareil, je me recoupe toute seule la conversation et je me dis mais en fait tu t'en fiches là, on ne cherche pas un autre travail, juste qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce que tu aimes toi. Et vraiment ce qui me faisait vibrer et ce qui du coup je trouvais fascinant par contre dans le métier de la danse, c'était d'observer les comportements humains, de comprendre, mais pas du tout dans le jugement, au contraire vraiment dans la fascination et dans la compréhension pour toujours une curiosité encore plus abondante si je peux dire ça comme ça. Et donc du coup je suis sortie de cette répète et je me suis dit bon, bah en fait je vais retourner faire ce que j'adore faire, c'est-à-dire continuer à lire les bouquins de tout ce qui peut quadriller la psychologie, les neurosciences, l'hypnose qui était assez peu connue à l'époque, donc qui était en général de la vraie hypnose, ce que moi j'appelle de la vraie hypnose. Et puis en fait, de fil en aiguille, très rapidement ça m'a emmenée sur ce taf-là parce que c'était déjà des connaissances que j'avais. J'en parlais déjà à beaucoup de monde, comme quand quelque chose me fascine, chaque fois j'en parle comme si je vends le produit sans aucune com, juste par fascination, parce que je trouve ça révolutionnaire. Et donc en fait quand les gens ont commencé à savoir que ça me passionnait encore plus, j'ai eu encore plus de demandes qui me disaient que j'avais déjà, le jour où tu fais un travail comme ça, Marine tu m'appelles, je veux être aidée par toi, ou au début quand on me disait ça, ça rentrait, ça sortait direct parce que je croyais qu'ils rigolaient. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les gens étaient sérieux. Et donc j'ai commencé à faire plusieurs formations au-delà déjà de tous les livres que j'avais lus parce que je suis très autodidacte et pour moi, être autodidacte, c'est essentiel
dans la vie, en tout cas pour ma personne, dans mon fonctionnement. Mais je pense que c'est vrai que si tout le monde prenait confiance en soi, en lui, en elle, tout le monde serait très autodidacte et on vivrait dans un monde magnifique. Bref, en plus des formations et des savoirs de l'autre, ça c'est sûr. Mais, et donc du coup, j'ai commencé à faire des formations. Je crois que j'ai commencé à Londres. Ensuite, je suis allée voir en France parce que c'était payé par l'AFDAS. Donc, l'AFDAS, je ne sais pas si tu sais, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une aide qui est C'est une aide, artistes, en fait, c'est le pôle emploi pour les artistes. Et donc, on m'avait conseillé d'y aller. Je ne la sentais pas vraiment, mais je me disais, vas-y, parce que de toute façon, c'est déjà un travail que tu fais. J'avais déjà commencé du coup... Donc, c'est une formation en hypnose. Ouais, c'était une formation en hypnose que je ne citerai pas. Mais que beaucoup connaissent et qui vont reconnaître, je pense, dans ce que je vais dire. Et c'était un système pyramidal avec une manipulation de dingue, avec un niveau très médiocre, où ils apprenaient tout à l'envers pour bousiller les gens. Sauf que moi, dans ma remise en question à l'extrême, quand j'ai vu... au début, je commençais à dire certaines choses, et puis quand j'ai vu que je commençais à être en danger, dans le sens où ce que je dis, ça plaît pas, et c'est normal parce que j'arrive dans leur environnement, en fait. Donc, de toute façon... En gros, je suis qui pour remettre en question leur environnement, ce qu'ils ont créé. Ça, c'est un fait de toute façon. Je me suis mise en retrait et je me suis dit, ok, tu te plies, tu fais exactement tout ce qu'ils demandent, tu trouveras quelque chose et d'autres apprentissages. Et j'ai trouvé forcément d'autres apprentissages, mais pas ce que eux donnaient et à quel prix aussi d'observer que même, et encore plus dans l'aide à la personne, la manipulation et ce que je fuyais du monde de la danse, parce que je peux dire le mot fuir, était encore plus présent et encore plus violent en fait. Et donc vu qu'en plus j'avais d'autres formations en Angleterre, je commençais à en avoir aussi en même temps aux États-Unis, et que j'avais déjà beaucoup de connaissances, ce qu'ils ne savaient pas dans cette école, peut-être qu'ils s'en sont rendus compte, mais ce qu'ils ne savaient pas en tout cas parce que je ne le disais pas et je voulais surtout pas le dire. J'avais déjà beaucoup de connaissances sur le sujet et je pratiquais déjà. Mais je m'étais dit, ok, tu t'installes un truc comme si tu étais neutre, tu n'en avais jamais fait de ta vie. Et en fait, c'était pire parce que c'était encore plus ça m'embrouillait encore plus le cerveau et ça leur laissait une certaine porte de manipulation, même si elle n'était pas réellement là. Ou en fait, en tout cas, j'avais plus aucune perche sur lesquelles m'attacher parce qu'en fait, j'avais demandé à mon cerveau d'annuler tout ce que je savais pour pouvoir réapprendre avec eux. Et c'était pas hyper sain. Mais au final, c'est ce que je t'avais déjà dit et ce que j'ai pu dire à d'autres personnes, ça m'a appris beaucoup de choses parce que j'ai pu observer, j'ai pu vivre aussi certaines choses, bien que je ne la conseillerais pas, en tout cas pas à des gens qui arrivent neutres. Et voilà, et donc après je suis encore plus allée me former aux États-Unis, et dont avec Richard Bandler, qui est un des créateurs de la PNL. Alors, je ne sais pas si le mot créateur est bien employé, en tout cas c'est celui qui a fait plein de découvertes Richard et John Grinder étaient des élèves d'Erickson, donc qui étaient formés à l'hypnose ericksonienne, et ils se sont vite rendus compte que c'était une hypnose qui était très vite limitée, alors que c'était déjà dans les années 70. Et c'est vrai, Erickson a découvert cette hypnose, a mis cette hypnose en place par rapport à lui, et puis ce qu'il pouvait créer à l'époque où l'hypnose commençait à être réacceptée, parce que pendant un moment elle n'était plus du tout acceptée, elle était encore interdite dans plusieurs pays, dans des États et tout, bon bref. Et donc Grinder et Bandler se sont dit non mais il faut qu'on aille au-delà de ça, et donc en observant ils ont découvert plein de choses, et puis en lisant plein de choses à droite à gauche, que ce soit sur les neuros, sur les langues, sur le bouddhisme, ce genre de choses, ils ont redécouvert des choses, ils se sont réappropriés des choses, et puis après ils ont posé leur technique et leur marque PNL, donc NLP, et où ils ont été très intelligents là-dessus, ne serait-ce que pour eux, parce qu'ils en ont créé un vrai business, mais c'est surtout pour vraiment structurer une base qui, du coup, pour moi, au-delà du mot PNL et au-delà de leur travail, puisque ça va beaucoup plus loin, ça va dans tous les cerveaux et tous les fonctionnements, et la vraie hypnose. Et donc, du coup, voilà, donc j'ai rencontré Richard. Donc, qu'est-ce que tu appellerais, toi, vraie hypnose, justement ? Moi, ce qui est pour moi la vraie hypnose, c'est ce que tout le cerveau et le corps humain font. C'est tout ce que le conscient et l'inconscient font. Et quand on parle de rentrer en état d'hypnose, c'est notre état à nous. Et on en a plein différents. On en a 15 milliards, voire à l'infini, qui sont complètement inconscients, qui sont tout au long de la journée. Et c'est ça. Et donc, quand on va sur cet état, soit on l'introduit à quelqu'un par son aide, par son écoute, par mon écoute aussi par rapport à sa personne, et puis par rapport à ce qu'il a besoin, en fait ça va le mettre dans un état d'hypnose, mais avec nous-mêmes, fait de la même manière en fait.
Il suffit juste qu'on se demande ce qu'on a mangé tout à l'heure, ce matin, on rentre en état d'hypnose pour pouvoir le savoir. Donc pour moi, c'est ça le vrai état d'hypnose, c'est ce qui nous concerne et ce que tout le corps et le cerveau font. C'est pas des protocoles et des métaphores, bien que pour la théorie, on puisse en avoir besoin. Et c'est surtout vraiment ce que la personne fait, donc ce que moi-même je vais faire avec moi-même, mais ce que, si par exemple je parle d'aide à la personne, en boulot, en travail, parce que c'est mon job, je vais vraiment écouter la personne et je vais complètement m'oublier et je vais écouter et je vais lui poser les questions par rapport à ses besoins, ce qu'elle veut plus, ce qu'elle en veut en plus. Et si c'est genre une communication avec une personne lambda dans la rue ou avec une amie ou un conjoint ou avec mon fils ou quoi, je vais faire exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Et pour moi, c'est ça, la vraie hypnose. Et donc, du coup, de continuer d'être en autodidacte et d'aller à droite, à gauche voir, et puis aussi avec comment il s'appelle, Tony Robbins, et en plus avec le Business Mastery en Tony Robbins, avec Tony Robbins qui est encore plus dans le business, dans le coaching. Enfin, ça a confirmé toutes mes pensées depuis enfant, qui se dissocient pas mal de codes au niveau de la société et de ce qui se fait, comme tu disais tout à l'heure, en psychologie et ce qui se fait pas, où ça me fascinait déjà enfant. Et puis quand je lisais ce genre de choses enfant, je me disais, mais non, mais en fait, ça me fascinait, puis je m'arrêtais de lire parce que je me disais, mais non, mais c'est pas possible. Et puis parce que j'observais aussi en face de moi que la plupart des techniques qui étaient connues à l'époque ou qui existaient à l'époque, en tout cas selon moi, n'avaient pas de soit réel bienfait, soit réel bienfait sur la durée, soit du tout de résultat, soit empirer l'état psychologique de la personne. Donc ça, c'était mon ressenti et mon point de vue. Et donc du coup, je détachais assez facilement de la psychologie classique, bien que c'était très intéressant à lire, et c'est toujours intéressant parce que ça donne plein de points de vue. Quand on lit Freud, on se rend compte de comment il pense, de ce qu'il projette sur les autres. Il a plein de bonnes théories, il y a d'autres théories, je ne suis pas du tout d'accord avec lui, mais sur certaines choses, ne serait-ce que sur l'hystérie, sur sa théorie de l'hystérie, c'est ce qui a permis de développer pas mal de choses et de comprendre des choses au niveau des neurosciences. Donc rien n'est acheté, mais pour moi je crois pas en une seule technique. Donc c'est pour ça que ce que j'appelle l'hypnose, c'est toi finalement. c'est nous. Ouais, c'est la chacun. Connexion avec l'autre. C'est ça. Ou avec soi-même. Connexion avec l'autre qu'ils ont en face et avec ce que l'autre leur apporte. Parce qu'à chaque fois qu'on est en connexion avec n'importe qui, que ce soit inconscient ou conscient, ça va nous apporter 15 milliards de trucs. On n'est plus la même personne après n'importe quelle communication avec n'importe qui, on n'est plus la même personne. Même ne serait-ce un truc complètement débile dans la rue, quelqu'un qui est hyper énervé et qui nous insulte gratos, on va, en tout cas pendant un moment, on va avoir un moment pour redescendre. On va pas être complètement neutre, total, sauf si on est dans un état déjà d'euphorie totale, mais je pense même pas, je pense qu'il y a de mon expérience, en ce moment en tout cas, je pense qu'il y a au moins une toute petite partie de son corps ou de son cerveau qui rentre dans une connexion négative, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais tu comprends ce que je veux dire, dans le sens où il y a quand même, ça a quand même une résonance, tu vois. Et donc du coup, aux États-Unis, j'ai encore plus adoré, puis j'ai rencontré, grâce à cette formation... Qu'est-ce que tu as aimé justement aux États-Unis ? Parce que c'était vraiment la manière dont je pensais, donc ça peut paraître égoïste, mais dans le sens où c'était aligné. Tu vois, c'était ce que je pensais petite et ce qui m'a permis de survivre depuis petite à pas mal de choses. En fait, le gaslighting, la manipulation, que ce soit de tel ou tel adulte ou de la société française, en fait non, j'ai raison, mais j'ai pas raison pour moi, j'ai raison, vous avez tous tort, j'ai raison pour moi, ça s'aligne avec moi. C'est-à-dire que eux, ces mecs-là, ils en sont à ce niveau-là et en plus ils croient en moi, puisque Richard après m'a proposé... en tout cas, via un intermédiaire qui gérait ça, m'a proposé de le représenter à la base dans toute la francophonie, de réécrire ses bouquins. Donc ça, à la base, c'était officieusement. Donc c'est la première fois que je le dis ouvertement comme ça, puisque certains n'étaient pas au courant. Et je l'ai refusé parce que c'était que du coup de la PNL et pas que de l'hypnose. Et puis j'avais pas envie d'avoir un poids sur quelque chose qui n'est pas ma technique. J'avais pas envie. Mais oui, en fait, c'était ça, c'est que ces gens-là, ils fonctionnaient avec ça, ces outils-là, ils étaient plein d'autres personnes avec ces outils-là, et c'était exactement les croyances et les valeurs que j'avais depuis l'enfance et au fur et à mesure où je grandissais. Donc, si ce que je pensais pour moi, pour qui était aligné avec moi, c'était vrai en fait. Tu vois ce que je veux dire ?
Et je me pose une question, c'est si tu as vu des dérives aussi sur ces formations à l'américaine. Oui, il y en a parce partout. que je crois qu'il y a un documentaire sur Netflix de Tony Robbins justement, et on voit quand même une certaine, comment dire, pas une emprise, mais il y a quand même toute une foule de fans. Ouais. Tony, genre t'es le meilleur. C'est Est-ce que ça, en ça fait, t'a moi, pas ça me dérangé? dérange. Si, ce qui me dérange, mais que ce soit avec Tony ou n'importe qui, et je pense vraiment, en plus, encore une fois, avec le Business Mastery, c'est beaucoup plus... alors, ça reste énorme, mais ça n'a rien à voir. On est beaucoup plus en plus petit comité, même si il y a du monde. Et puis, il est beaucoup plus là, c'est-à-dire qu'il est là tous les jours. C'est vraiment lui qui nous forme, contrairement à les autres, où il a des talks et des comment on appelle ça, où il vient de temps en temps, des interventions. Voilà. Mais moi, il y a un truc qui m'a dérangé, mais qui est dans presque toutes les formations américaines, anglaises ou autres, et qui est en fait, même dans n'importe quelle société, alors je parle de société, le sociétal, mais nos sociétés, une entreprise, c'est ce système pyramidal. Moi, ça me dérange énormément, mais peut-être que c'est parce que ça fait écho à certaines choses chez moi, qui peut-être, ça me dérangera plus dans quelques temps, ou en tout cas, je sais que je rentrerai pas dans ce système pyramidal, mais ça me dérangera plus dans le sens où je serai neutre. Mais je sais que c'est un truc qui me dérange parce que j'ai l'impression que, consciemment ou inconsciemment, une personne va instaurer un système où elle se fout au-dessus et où les autres sont en dessous. Et du coup, des fois, ils utilisent le mot fan, surtout aux États-Unis. Alors moi, maintenant, depuis qu'il y a les réseaux sociaux où on parle de communauté grâce aux réseaux sociaux, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de formateurs dans ça qui sont très bons, très connus et qui peuvent être bienveillants ou malveillants, mais qui peuvent être bons dans leur formation quand même, qui aussi sont d'une ancienne génération, tu vois, qui sont pas notre génération de réseaux sociaux. Donc, ils vont utiliser le mot fan, et surtout aux États-Unis et en Angleterre, où j'ai trouvé que c'était beaucoup plus instauré qu'en France. Où en France, c'est tabou, le mot fan. Mais il y a quand même le système pyramidal dans certaines formations qui peut, et dans certaines entreprises et autres, qui peut être très là, très présent, et encore plus vicieux d'ailleurs, parce qu'il n'y a peut-être pas le mot fan et parce que c'est tabou, tu vois. Et ce truc de fan, moi, j'avais beaucoup de mal. Genre, je me souviens une personne avec qui j'étais devenue amie pendant une formation de Tony qui m'avait dit ce mec il est comme ci, comme ça, comme ça. Et je lui avais dit mais tu sais que toi aussi tu peux l'être. Et il m'avait dit mais jamais je pourrais. Et je lui ai dit mais bien sûr que si, enfin, je vois pas pourquoi. Et c'est vrai que ça c'est, je pense, au-delà de ces formations et de n'importe quel endroit, parce que c'est dans tous les endroits, pas que dans ce genre de formation, je pense que c'est un problème de société en fait, qui personnellement m'épuise. Et fascinant à observer. Vraiment, hein, t'apprends beaucoup de choses à observer, mais épuisant. Et je pense que ça vient des codes au niveau de nos différentes sociétés. Donc je pense que ça va au-delà de ça. Mais oui, ça peut être, en tout cas moi je trouve que ça peut être dérangeant et ça peut du coup bloquer beaucoup de gens à pouvoir aller dans ce genre de formation ou ce genre de travail d'aide à la personne parce que justement ils vont penser, croire, si on va sur les croyances, que tout le monde est comme ça. Bah, le métier d'aide à la personne, tu le sais, hein, t'es concerné. On passe, et je dis on volontairement, pour des manipulateurs, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, qui sont soit incompétents, soit manipulateurs. Et qui vont dans le métier d'aide à la personne, pas du tout pour aider les autres, mais justement pour avoir cette emprise. Il y en a beaucoup qui sont conscients, puis il y en a aussi, ils le font d'une manière inconsciente, mais on le voit, où en fait, ils ont besoin d'avoir ce pouvoir sur l'autre, ou ce truc de c'est moi qui ai fait, ou c'est moi qui ai aidé, ou de reconnaissance. Et c'est pas méchant contre eux, on est humains, on a tous des blessures différentes, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens de ces formations-là aux États-Unis, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté, justement, pour ta propre approche et tes propres méthodes de travail ? Bah déjà, ma façon de penser, c'était pas pour rien que quand j'étais chez Bloch et que je continuais à faire mon visa, c'était même plus pour être danseuse, c'était pour pouvoir aller vivre là-bas. Alors, il y a plein de choses, comme dans tous les pays, qui sont pas OK, et puis il y a plein de choses, comme dans tous les pays, qui sont OK. Mais il y avait un mindset à l'américaine, dont on parle souvent, sans faire vraiment une adoration des Américains, c'est pas du tout le cas, qui me ressemble, et qui m'a toujours ressemblé, et où, en France, pour moi, c'était très compliqué, c'était où l'échec est vraiment vécu comme un échec. Et où ça, je l'ai jamais compris, et où on me l'a imposé dans ce que j'ai pu vivre dans mon enfance, dans mon adolescence, et après avec d'autres personnes, en prof ou en maître, ou ainsi de suite, et qui est extrêmement destructeur, en fait. Enfin, on a besoin de l'échec pour
grandir, pour vivre, pour être heureux, pour réussir des choses. C'est impossible, ou c'est très rare, ou en tout cas on a besoin des fois de le refaire plusieurs fois, même si dès la première fois on le réussit, pour vraiment comprendre le process de pourquoi on a réussi, pourquoi on n'a pas réussi. Et ce qui fait qu'on réussit dans la vie, c'est tous les échecs. Et c'est vrai que moi souvent quand on me parle de l'échec, pour moi c'est un truc génial, genre vraiment je suis avec mes mains à taper, à genre trop bien, comme un enfant genre super curieuse qui va avoir comment on dit qu'elle dit, un bonbon, tu vois. Mais j'ai pas toujours été comme ça parce que je le voyais comme ça, mais on me faisait croire que c'était pas bien et qu'il fallait que j'en ai honte déjà. Et puis c'était l'inverse de la France par rapport à ça. Et où en Angleterre, en tout cas à Londres, à la période où moi j'y habitais, et encore aujourd'hui du coup parce que j'ai encore beaucoup de liens avec là-bas, l'échec n'est pas vécu comme ça. L'échec c'est un passeport, ou c'est un bonus, ou c'est un diplôme. Et du coup pour moi l'échec n'a pas du tout une connotation négative, n'en a plus du tout. Et c'est vrai que je sais qu'en France encore aujourd'hui, et dans plein d'autres pays aussi, pas qu'en France, c'est quelque chose de catastrophique, quoi. Et où on doit avoir honte, et après on doit se terrer, et puis essayer quoi que ce soit. Alors que c'est impossible de réussir quoi que ce soit. Enfin, un enfant qui apprend à marcher ou qui apprend à parler, c'est pas comme ça d'un coup, hop, ça y est, je marche, je cours. Même si mon fils a couru avant de savoir marcher, en tout cas, il courait pas bien et sereinement, que ce soit pour lui ou pour nous à observer. Et il parle pas encore couramment. C'est impossible. Enfin, et en fait, on oublie ce qu'on découvre en grandissant. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc c'est ça qui m'a beaucoup plu aux États-Unis et que je recherchais de pourquoi je voulais aussi habiter aux États-Unis. Mais il y a quelque chose aussi qui me vient, c'est effectivement cette culture de l'échec qu'ils n'ont pas, ou qu'ils l'ont, ça dépend de quel côté on le regarde. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi, je trouve, de voir les choses en grand pour soi. Je trouve que ça, c'est très de pas américain. Se limiter. De pas se limiter. Et de pas limiter les enfants. De pas, enfant, reste à ta place. Et moi, la cause de l'enfant, comme tu le sais, c'est, je pense, la chose la plus importante pour moi dans la vie. Donc, de rabaisser un enfant parce qu'il est enfant, parce qu'il est plus jeune que toi, alors que souvent, l'enfant a 15 milliards fois plus raison que toi l'adulte, tu vois. En plus, il ressent, parce qu'il ressent, il est sensible, parce qu'il n'a pas été encore formaté, ou en tout cas pas au stade où il le sera adulte, même s'il est déjà très formaté, d'une manière peut-être très malsaine dès l'enfance, il a encore son observation, son ressenti. Et donc du coup, moi c'est ça aussi que je trouvais ça génial. Par exemple, quand j'étais danseuse et qu'on allait les cours de danse à LA, t'avais les enfants avec toi dans les cours d'adultes pro. Tu vois, en France maintenant ça existe, mais à l'époque c'était les enfants, des cours avec les enfants. Alors oui, tu peux avoir des cours d'enfants avec des enfants et ainsi de suite, parce qu'il y a des bases, ou parce que ça va faire d'autres cours en fait. Même un cours de débutant, même quand t'es pro, t'apprends 15 milliards de choses. Donc tu vois, jamais tout est à jeter, c'est impossible. Mais quand en plus tu te mélanges dans le bain des pros, et avec, je sais pas comment c'est aujourd'hui parce que je suis plus dedans, bien que j'ai encore beaucoup de clients et d'amis qui sont encore dans le domaine de l'artistique et de la danse, donc je m'en rends compte, mais je l'observais plus de mes yeux directs. Mais quand tu vois des enfants hauts comme 3 pommes qui sont dans des cours avec des adultes pros et tout ce qui va avec le pro, donc l'ego, parce que ce métier est ingrat sur plein de raisons de toute façon, l'enfant, soit il a une éducation incroyable, soit il a des parents peut-être trop pushy ou extraordinaires, mais en tout cas c'est génial pour comprendre certaines choses et pour grandir. Enfin, on n'a pas la même base, quoi. Nous c'était tu te tais, tu te tais. Et ça, mon conjoint qui a grandi sur une partie de son enfance aux États-Unis, enfin, c'est ses meilleurs souvenirs. Et il me raconte, c'est génial. Enfin, la place de l'enfant aux États-Unis, en tout cas lui quand il était à Boston, et moi de ce que je voyais à LA avec mes yeux, parce que on fait toujours des généralités pour parler d'un sujet, c'est impossible. Sinon, il y a toujours plein d'exceptions. Mais c'est l'enfant, il est mis en avant, quoi. Et après, si tu as une éducation saine avec, l'enfant est mis en avant sans devenir un pourri gâté horrible. Au contraire. Et c'est s'autoriser justement à cultiver aussi ses rêves et avoir les choses en grand. Et avoir sa place, soi, et avoir le droit d'avoir sa place dès la naissance, en fait. Pourquoi j'aurais pas le droit de m'exprimer sur tel sujet ? Pourquoi si je dis quelque chose, je dois me prendre une claque comme beaucoup de parents de notre génération pouvaient nous faire ? Pourquoi pour quelle raison ? Il y en a pas, en fait, à part les blessures de l'autre sur lesquelles j'appuie et les codes de la société sur lesquels j'appuie, en fait. Et donc c'est ça que j'adorais et que j'adore, même s'il y a plein d'autres aspects aux États-Unis que j'aime pas trop.
Mais c'est ça qui me... Ouais, et je me disais, waouh, il pense comme moi. Et moi, je me prenais des claques quand je disais ça enfant. Ou du gaslighting, où on me rabaissait, où on m'humiliait, où en fait, il fallait en tout cas m'écraser d'une manière ou d'une autre et que je n'existe pas. Et en fait, j'avais raison. Et c'était mon leitmotiv pour rester en vie et survivre. Et bah, j'ai eu raison de le garder, au moins dans une partie de moi, même si pendant un moment, elle était plus très présente, en tout cas au niveau auditif. Hein. Mais elle était quand même présente au niveau somatique, au niveau corps, tu vois. C'est grâce à ça que j'ai avancé. Donc, quand tu continues, t'avances et que tu te dis, purée, il y a des gens qui sont aussi bons dans leur domaine. Aussi connus, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais aussi bons, en tout cas que moi je qualifiais d'aussi bons sur leur domaine ou sur certains sujets, et ils pensent comme je pense depuis petite, bah donc oui, on a raison. Et puis même si on n'a pas raison pour tout le monde, c'est aligné pour moi, donc c'est parfait. Donc en fait, ça te donne des ailes, ça fait un bond direct, tu vois. Ouais. Et puis ça te donne plein de mœurs différentes. Et puis dans ce genre de formation aussi, surtout quand elles sont à l'international, tu découvres des gens de partout dans le monde qui sont surtout en business mastery avec Tony, qui étaient quand même des pointures dans leur domaine pour chacun. Donc forcément, ça te fait évoluer de fou. Ça t'apprend sur tellement de sujets, ça confirme soit ce que tu pensais déjà, soit ça te remet dans un autre prisme. Donc c'est aussi pour ça que j'ai adoré celle aux États-Unis et que je suis toujours friand de toujours plein de nouvelles formations sur des domaines que je connais pas ou des domaines que j'ai pas encore assez explorés ou que je veux explorer de telle manière. Tous les sujets sont tellement fascinants. Ouais, clairement. Je souhaiterais focus cet épisode de podcast donc sur le pouvoir de nos croyances et je trouve que ce que tu racontes là c'est un petit peu une introduction. Il y a un auteur que j'apprécie énormément, enfin je sais pas si c'est un auteur ou un conférencier qui dit que entre guillemets je vois la vie de façon à ce qu'elle me prouve que. Alors pour certains ça va être on se sert toujours de moi, pour d'autres ça va être on me manipule, pour d'autres ça va être on m'abandonne toujours, pour d'autres ça va être moi je suis un guerrier, je suis une guerrière, pour d'autres ça va être je suis courageux ou alors je travaille très dur, j'ai toujours travaillé très dur. Donc en fait on nourrit souvent deux postures qui sont soit la victime soit le héros et on va construire sans même s'en rendre compte notre identité suite à justement ces injonctions qu'on a reçues déjà soit par notre famille ou notre entourage ou même notre éducation, notre milieu social et via aussi toutes les expériences qu'on a vécues et nos valeurs. Donc on va se glisser dans la peau de notre fameux personnage qu'on connaît bien et on va se raconter cette histoire à soi et surtout aussi aux autres. Ce qui va consolider en fait notre légende personnelle. Donc je vais chercher toujours à avoir des raisons, à avoir raison déjà et avoir les preuves que j'ai raison de penser ce que je pense. Et j'aime bien aussi cette idée de ce qu'on croit, on l'observe, donc on en aura toujours la preuve. Et on va filtrer notre réalité finalement comme des lunettes, et c'est un exemple qui est souvent donné en développement personnel, comme des lunettes ou des lentilles de vue sur notre réalité. Moi je me dis souvent, par exemple quand j'ai un événement qui m'arrive qui n'est pas forcément agréable, et je me dis toujours, quelle est la part en moi qui croit encore que c'est possible, qui croit que ça doit se passer comme ça. Je me responsabilise en fait énormément par rapport à ce que je vis. Sauf que ça prend du temps aussi parfois de retirer certaines croyances qu'on a vis-à-vis de nous, qu'on a aussi vis-à-vis des autres, et de la vie de manière plus générale. Donc finalement, on regarde jamais la réalité. On n'a pas tous la même. Il y a autant d'êtres humains que de réalités sur Terre. Et je pense que la vie est bien plus immense aussi, intelligente qu'on ne le pense. Et c'est justement cette partie consciente qu'on a de nous et notre partie complètement inconsciente. Donc de ma fenêtre, elle est là la magie de ce qu'on pourrait appeler l'hypnose. C'est que notre réalité change si on change nos croyances et donc nos propres références, notre narration, nos représentations mentales. Parfois, et toi tu prônes un peu ça, il suffit d'un déclic, tout peut changer très rapidement. Et parfois, moi je trouve ça en tout cas beaucoup plus douloureux, beaucoup plus long, parce que il y a cette notion de timing, c'est plus fastidieux. Et aussi parce qu'on doit quitter aussi ce personnage qu'on connaît absolument par cœur. Et ça peut être très flippant. Et donc on va préférer retourner dans ce qu'on connaît, parce que qui je suis si je fais différemment alors que j'ai fait comme ça pendant 20 ans, 10 ans. Puis qu'est-ce que je vais découvrir ? Et qu'est-ce que je vais découvrir ? Je ne veux surtout pas. Et je voulais te dire aussi qu'on va
surtout quand on est dans ce process-là de changer nos croyances, on va remettre en question des choses que notre entourage n'a jamais remis en question. Donc, on va déranger. Donc, on va aussi être mis à l'écart. On doit être prêt à ça. Et on peut aussi se dire, et c'est ce que j'ai observé dernièrement, c'est par exemple, si je me libère de cette croyance, donc de ce problème aussi, qui je vais être, parce que plus personne va pouvoir voir l'injustice que j'ai vécue. Donc, vaut mieux que je le garde, ce problème. Et c'est là où, justement, en formation, tu me l'as appris, derrière chaque symptôme, chaque problème, en tout cas, il y a souvent un but émotionnel précis. Alors, je pense pas que je te l'ai appris, je pense que je t'ai le réappris. Oui, je l'ai réappris, oui. Je pense que justement, c'est quelque chose que tu savais très bien et que tu avais oublié de regarder, peut-être, tu vois. Ouais. Donc, qu'est-ce que t'en... Ah oui, j'avais une autre histoire aussi. J'ai peur qu'on m'entende mal. J'avais une autre histoire aussi. C'était... j'assiste à une conférence avec une psychanalyste qui suit des personnes qui souffrent de surpoids. Et elle a Doudou comme patient. Et Doudou, en fait, il est vraiment bien portant. Il est infirmier. Et en fait, tout le monde adore Doudou. Tout le monde vient faire des câlins à Doudou parce que il est réconfortant. Et tout le monde fait des gâteaux aussi à Doudou. Et il dit, mais en fait, je vais poser mon anneau gastrique, là, je vais perdre du poids, mais en fait, je vais plus être Doudou. Et donc, il a commencé à limite s'effondrer, parce que qui lui fera des petites attentions et qui pourra venir lui faire des câlins s'il n'a plus ce poids, finalement. Donc toi, justement, par ton expérience, quelle est ta vision, justement, par rapport aux croyances dans nos vies ? Alors déjà, je pense, dans n'importe quelle formation, en tout cas saine, on va te l'apprendre, et normalement, on est censé te l'apprendre assez rapidement. Encore une fois, réapprendre ou poser un vocabulaire dessus pour que tu le vois, en fait. On va dire ça comme ça, parce qu'on le sait, en fait. J'ai vraiment cette expérience, en tout cas actuellement, de penser qu'on sait tout à l'intérieur de nous, tu vois. Et en fait, il faut discerner, c'est un terme français, le langage français n'est pas super pour voir les choses en positif, souvent, parce que souvent c'est donné en ordre, où on est obligé d'utiliser une négation pour dire quelque chose de positif. Mais du coup, je vais utiliser il faut différencier les croyances et nos valeurs. Et ça, c'est pas toujours évident à discerner. Alors, quand tu n'as jamais fait de travail sur toi, en général, tu n'y arrives pas. Encore une fois, là, dans tout ce podcast, c'est comme n'importe quelle conversation que tu pourrais avoir ou qu'on pourrait avoir ou que je pourrais avoir. On fait que des généralités, sinon c'est impossible de parler d'un sujet. Mais donc voilà, c'est très rarement possible en tout cas de différencier tes valeurs et tes croyances si tu n'as aucune conscience de toi ou tu n'as fait aucun travail sur toi jamais dans ta vie. Ça peut arriver. Mais donc, quand tu ne l'as pas fait, en général, c'est rare. Et différencier les deux, ça demande une certaine dissociation déjà par rapport aux choses qui t'arrivent, aux choses que tu fais ou que tu ne fais pas, aux choses où tu es responsable et où tu n'es pas responsable, et surtout les choses qui te tiennent à cœur et le pourquoi du comment tu fais ou tu ne fais pas ces choses. Quand tu as différencié les deux, tu te rends compte que tu vas avoir une valeur principale. Par exemple, ma valeur principale, c'est l'amour. Et donc, dedans, il y a plein d'autres valeurs qui découlent, mais c'est l'amour, c'est mon leitmotiv. Par rapport à ça, et par rapport à tes expériences de vie et ce que tu as vécu de traumatisant ou non, tu vas installer des expériences qui vont devenir des réalités pour toi. Et donc, par rapport à ces réalités, tu vas faire des choix de vie, soit en te plaçant comme victime, soit en héros, soit en bourreau, soit les deux en même temps, souvent. Soit te dire, par exemple, tu vois, quand je te parlais de l'échec tout à l'heure, je dis oui, en France, voilà, je fais une généralité, il y a plein de gens en France qui ne pensent pas à l'échec comme ça. Donc, il y a plein de gens en France qui adorent voir l'échec. Il y a plein de formations d'aide à la personne en France qui sont hyper saines, qui sont magnifiques. Mais il y en a aussi beaucoup, selon mon prisme et selon ce que j'ai vu à l'extérieur, mais de ce que je me suis permise de voir aussi à l'extérieur dans d'autres pays, qui sont plus ou moins dans le contrôle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, par rapport à ça, tu vas instaurer des croyances où, selon le pays où tu vis, selon l'éducation que tu as eue, selon les codes de ton pays, ça, c'est comme ça et ça reste comme ça et donc je dois rester comme ça pour pouvoir être intégrée ou acceptée ou aller mieux ou justement pas aller mieux ou, dans le cas de l'anneau gastrique, continuer d'être doudou. Et en fait, tout ce qu'on va instaurer dans notre vie et installer dans notre vie, ça va être là pour nous protéger. Même le pire des tyrans, j'ai vraiment cette expérience par rapport à où j'en suis encore une fois dans ma vie. Ça se trouve dans 10 ans je dirais autre chose, ou dans 10 mois je dirais autre chose. Mais en tout cas,
elle se confirme, entre guillemets, de plus en plus. Même le pire des tyrans, pour moi, il est tyrannique et il agit comme ça parce que soit il a un besoin d'amour, soit il a besoin d'amour et d'être reconnu, ou d'être reconnu comme victime. Souvent, en général, les gens qui finissent serial killer, violeurs, tueurs, tyrans, c'est des gens qui ont vécu des choses atroces dans leur enfance. Et donc, du coup, il y a un besoin qui n'a pas été rempli. Et donc, du coup, ils vont s'installer des croyances qui font que, dans un sens comme dans l'autre, mais là, on prend l'exemple du tyran, ils vont s'installer des croyances qui fait que, du coup, si ils tyrannisent, ou s'ils font du mal à l'autre, ou s'ils ont le contrôle sur l'autre, ils ne souffriront plus, on les manipulera plus, puisque c'est eux qui ont le pouvoir, tu vois. Et donc, du coup, ça instaure toute une réalité, tout un prisme qui va diriger toute ta vie et la vie des gens qui interfèrent avec toi. Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça répond à ta question ou pas ? Ouais, carrément. Donc, voilà, pour moi, ça va, en fait, dans plein de méthodes différentes, ils parlent tous de notre carte, de notre réalité, de nos lunettes, de nos jumelles, comme tu le dis. Parce que oui, effectivement, même l'alimentation joue. Il suffit que tu manges que de la junk food, ou tu manges hyper healthy, ou tu viens de manger un kiwi et que tu n'avais pas mangé de kiwi, je te dis n'importe quoi, depuis plusieurs semaines, le kiwi va te provoquer un état de bien-être et tu vas voir plus de couleurs que tu voyais avant de manger le kiwi, où les couleurs étaient plus ternes. Donc rien que ne serait-ce qu'avec l'alimentation, déjà, ton prisme il va être différent, ta réalité va être différente, ce que tu vas observer va être différent. Donc ensuite, quand tu mets tout ton vécu, toutes tes expériences, toutes tes relations humaines, tous tes échecs en bon ou que tu le vois encore en mauvais actuellement où tu en es dans ta vie ou ainsi de suite, forcément, tu disais tout à l'heure qu'il y a autant de réalité que d'être humain ou d'être humain qu'il y a de réalité. Je pense qu'il y a même plus que ça. Je pense que c'est incontable le nombre de réalités qu'il y a, parce que ne serait-ce qu'avec un être humain, on peut switcher de je sais pas combien de réalités, tu vois. Et c'est ça qui est fascinant et qui me fascine et que je trouve du coup très beau. Et c'est pour ça que je pense que je fais ce travail-là, que ce soit avec moi ou avec l'aide à la personne en pro, parce que c'est sans fin en fait, c'est magique. Vraiment c'est magique. Et de voir en plus les ressources qu'on a quand on va sur une croyance, soit on la retire parce qu'elle est plus adaptée, soit on l'aligne avec plus de choses adaptées pour aujourd'hui, pour la personne. Et la ressource que ça crée pour retirer un trauma dans ce qu'on appelle vraiment le gros trauma, ou le petit trauma, mais vraiment dans ce qu'on appelle trauma, le truc lourd qui est censé être insurmontable, ou en tout cas sur des décennies, et qu'on s'en sortira jamais vraiment assez, en fait tu te rends compte qu'en une séance, le trauma il est parti comme ça. Parce que en fait il suffisait juste d'aller... en état d'hypnose, donc ce qu'on appelle, nous deux et plein d'autres personnes, on n'est pas les seuls à appeler le vrai état d'hypnose, une croyance, ou aligner une croyance, ou la dissocier d'une valeur. Et souvent, les gens pensent, je pense que c'est à cause de notre éducation et de nos codes de société, que leurs comportements sont eux, les définissent. Oui. Et donc du coup, pensent qu'ils peuvent pas s'en sortir, pensent que ce sera de façon, ils redeviendront toujours comme ça, et ils souffrent énormément en plus des comportements qu'ils peuvent avoir, que ce soit avec eux-mêmes ou envers autrui, ou ce qu'ils laissent les autres faire à eux-mêmes, alors qu'en fait non, des comportements, ça se retire très simplement, très facilement, donc en allant sur les croyances, plus dans les détails que de la croyance, mais la base c'est d'aller sur une croyance en fait. Est-ce que tu as eu des séances qui t'ont marqué justement, ou des... Parce que finalement, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de faux non plus. Non. Personne n'a raison, personne n'a tort. Ouais, voilà. Et donc, ça laisse, je trouve, une place à un champ de possible qui est juste incroyable. Et à de la douceur, du coup. Et à beaucoup plus de douceur, effectivement, pour sa vie. Et pour ses relations avec les autres. Et pour ses relations. Et en même temps, ça peut peut-être créer effectivement un vide ou un vertige en tout cas. Ou peut-être une solitude aussi des fois. Une solitude, je me souviens qu'une fois tu m'avais posé la question, je sais pas si tu te souviens, on était à la plage, tu m'avais dit mais est-ce que tu t'es jamais sentie seule avec ta manière de penser, tu te souviens ? Ouais. Et je t'avais dit mais si, mais de moins en moins, parce que de plus en plus de monde dans mon entourage connaît ce genre d'outils et les utilise. Et donc on ne voit plus comme un ovni, comme une sorcière ou comme la magicienne, comme je pouvais entendre. Que j'entends tout le temps aussi. Oui, voilà. Mais de moins en moins du coup. Mais oui, forcément. Et c'est ça qui était très difficile enfant,
ou en grandissant, ou en plus quand il y avait le gaslighting autour, on me disait que je savais pas, que j'étais débile, que j'étais conne, j'étais idiote, que bidule, et tous ces magnifiques mots qui peuvent faire que du bien, hein, bien sûr, c'est ironique. En fait, oui. Et puis forcément, en plus, quand on ressent cette solitude, même si ça va mieux et si on va mieux, tout le temps que l'entourage n'est pas encore aligné avec nous aussi, ou n'est pas encore arrivé où on est arrivé, bien qu'on soit dans des chemins différents, mais je veux dire au niveau prise de conscience sur certains sujets. Mais en plus, quand on grandit et on va mieux et que l'entourage n'est pas encore aligné ou adapté, mais la solitude est là et elle est douloureuse, même si on sait qu'elle est belle et on la ressent dans notre corps belle et bonne pour nous, parce qu'elle appuie sur des traumas où on se sentait vraiment seul enfant, parce que justement, on nous disait que ce qu'on croyait et ce qui nous faisait tenir était faux, et on nous le piétinait en nous le crachant dessus, et en gros, en nous disant qu'on était des grosses merdes, qu'on n'avait pas le droit d'être là, et que ce qu'on pensait, c'était de la merde, quoi. Donc oui, je me suis égarée. Non, mais c'est par rapport à ce que tu dis, je me dis que finalement, enfant, on s'est coupé, on a construit une forteresse de protection pour pas ressentir ce qu'on ressentait. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, avec ce que je propose en séance et ce que j'observe aussi dans ma vie et chez moi, c'est qu'il faut recréer cet espace justement pour ressentir à nouveau ces émotions-là, les faire circuler, parce que en fait, elles sont comme en train quand même d'être cristallisées, de bloquer aussi un présent. En fait, ce qui est le cycle de la vie, c'est qu'on est avec ça, on nous forge de l'extérieur pour nous le retirer, donc on se force nous-mêmes à nous forger et à justement se détacher de ça, comme tu le dis avec les mots que tu as utilisés. Et puis au final, une fois qu'on a vu la lumière, ou on a eu l'électrochoc, ou je sais pas, ou un déclic, on peut utiliser tellement de vocabulaire pour ce genre de choses, on s'efforce avec plus ou moins de douceur selon soit l'accompagnement qu'on a, soit où on en est, qu'on accepte l'aide extérieure ou pas, parce que des fois c'est dur aussi d'accepter l'aide extérieure selon ce qu'on a vécu, on s'efforce à le retrouver en fait. Donc en fait, on s'efforce à redevenir nous-mêmes comme on est né. Oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est assez drôle, sans être drôle, et c'est pas drôle, mais qui est assez drôle et fascinant dans le sens où, au final, si tu te dirais, mais tout ça pourquoi ? Parce qu'en fait, je reviens à qui je suis, avec des expériences qui m'ont blessée. Mais au final, tout ça pour ça, avec amour, ça paraît bisounours, mais oui, avec amour en fait. Parce que de toute façon, quand on est, on ne peut pas dépendre que de nous-mêmes. Donc forcément, il va se passer plein de choses qui vont faire que... Donc en fait, pour se reconnecter à qui on a tout fait pour s'oublier, quoi. Ouais. Est-ce que tu as pu observer des changements incroyables qui t'ont encore marqué aujourd'hui avec les personnes qui t'ont consulté? Est-ce qu'il y a des choses qui te marquent encore? Oui, je pense que toutes les séances me marquent. Je pense qu'il n'y en a pas une moins qu'une autre. Après, il y a des histoires qui vont plus me marquer, comme je me souviens d'une que j'avais eue à Londres, qui avait vu sa famille dans un village, je sais plus où, dans quel pays en Afrique, se faire massacrer. Et elle s'était cachée dans une... pas une poussette, une valise. Elle n'avait pas vu. Et je sais que d'écouter son récit, bien qu'elle venait pour une aide à la personne, elle était déjà... elle avait déjà dû prendre un recul, tu vois, et une force. Ça m'avait donné aussi un espoir. Et ça confirmait justement mon expérience, ma croyance, ou en tout cas ce que je voulais croire, mais non, on peut toujours s'en sortir dans la vie, tu vois. Alors peut-être à quel prix, il y avait encore ce truc encore un peu sous-jacent de est-ce que c'est un masque, est-ce que bidule? Et en fait, non, en plus, en parlant avec elle et en faisant ce travail, comment elle était venue, je me rends compte que non, il n'y avait pas forcément de à quel prix, justement, en tout cas plus à quel prix après. Et il y a eu plein de séances comme ça... qui te font vraiment, ou qui te marquent par rapport au contenu de la séance, de ce que la personne a vécu, alors que toi aussi t'as vécu des trucs de fou, mais soit t'es pas encore t'as pas encore le post-trauma qui est sorti à tous les points, soit t'es dans la non-acceptation par rapport à la loyauté familiale, par rapport à tes croyances, par rapport à tout ça, ça se rejoint, tout rejoint les croyances en fait, en vrai. Mais toutes, elles me marquent, tu vois, là hier j'ai eu un client... qui m'a laissé un audio que j'ai depuis 2015. Au début, je l'avais assez rarement, et puis en fait, après, il a commencé à se former avec moi. Et puis après, depuis 1 an maintenant, il fait hypnose et coaching avec moi. Et il veut continuer parce qu'en fait, il fait des bonds de dingue. Et donc, même malgré qu'ils me connaissent, qu'ils connaissent mon travail, il m'a laissé un audio
où il me disait merci, il me disait le mot merci est trop faible, je sais pas comment dire merci. Et en fait, c'est tellement beau, tu vois, et du coup, même moi, après, je lui disais un message, je lui dis, je sais pas comment te dire merci non plus à mon tour pour ce magnifique message, parce que chaque séance te touche, en fait, tu vois. T'es tellement en connexion avec la personne qui déjà te fait confiance de venir te voir. Alors, il y en a, elles te font entièrement 100% confiance, puis il y en a, elles vont soit se raconter, soit te dire qu'elles te font pas confiance, mais elles sont quand même là. Ou en tout cas, elles ont envie de te faire confiance. Et forcément, c'est une aide à la personne, donc leurs histoires te touchent forcément, même que ce soit d'un truc aussi dramatique que cette scène avec la valise, ou que ce soit quelque chose de, sur le papier, bien plus léger. C'est la même chose, tu vois, dans l'humain. Et je pense que c'est pour ça que... Genre, il y a des gens qui disent « Oh, le jour où j'arrêterai de travailler », mais moi je me dis « Mais est-ce qu'un jour, j'arriverai... » Enfin, déjà, j'ai pas l'envie, mais est-ce qu'un jour, j'arriverai à arrêter de travailler ? Alors peut-être financièrement, la vie me permettra de ne plus le faire payer, mais en tout cas, je sais que ça, déjà, c'est dans ma façon d'être, c'est impossible. Même quelqu'un dans le bus, même quelqu'un dans un parc... Enfin, je suis incapable de pas converser avec lui et être fascinée par ce qu'il va me dire, pas de façon boire tout ce qu'il me dit, mais à voir vraiment son cerveau, ou ce qu'il a vécu, ou comment il s'en sort, ou comment il le voit. Donc tout me touche, tout me marque à différents degrés, parce que j'ai besoin d'être marquée à différents degrés, touchée, pardon, c'est le mot est plus beau, je trouve, à différents degrés selon ce que la personne me raconte, ou selon ce que je suis en train de vivre, ou selon où j'en suis dans ma vie, tu vois. Mais je pense que c'est impossible d'avoir n'importe quelle conversation, et encore moins du coup une aide à la personne, sans être touchée, et sans avoir une qui te touche plus que l'autre. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... je te rejoins complètement. Il y a une phrase que j'aime, c'est derrière chaque être humain, il y a une histoire. Et il y en a tellement des histoires. En fait, moi, je me suis rendu compte que j'adore poser des questions aux gens et j'adore découvrir leur vie. Et ça passe pas toujours très bien. Non, mais comme une enfant a des détails. Et, ok, tes parents, ils se sont rencontrés comment, et tes grands-parents. Et c'est vrai que ça me donne accès à toute une information qui fait que je crois aujourd'hui en séance, et ce qu'on me renvoie aussi, c'est « Ah merci, c'était différent ». Et puis j'ai vraiment l'impression d'avoir été écoutée. Mais parce que je suis hyper intéressée par la personne. Et d'ailleurs, je pense que cette curiosité fait... Enfin, c'est pas je pense, j'en suis persuadée, fait que c'est ce que la raison où je suis aujourd'hui. Et la personne que je suis aujourd'hui. Quand j'étais en CE2, il y a une maîtresse, la maîtresse de CE2, avait convoqué ma mère... Parce que, soi-disant, je parlais trop en classe. Non, en fait, c'est que je posais plusieurs questions. Et en plus, c'était une maîtresse âgée. Elle était donc, c'était vraiment d'une autre génération, de notre génération. Et en fait, elle avait convoqué ma mère parce que je posais trop de questions, en disant que c'est parce que j'étais trop pipelette. Et en fait, je me faisais engueuler, d'ailleurs, disputer dans la classe, devant tout le monde, et humilier, parce qu'elle ne savait pas répondre à mes questions. Donc, avec mon regard d'aujourd'hui, je le vois bien qu'au final, j'appuyais sur ces boutons de ce qu'elle savait pas, ou en plus, à l'époque, encore aujourd'hui, mais surtout à l'époque, les maîtresses, les maîtres, les profs étaient censés savoir tout. Et il n'y avait pas Internet. Donc, c'est vrai que peut-être aussi, où t'en étais dans ta vie, selon ton âge, selon bidule, un petit, une petite qui te pose plein de questions et qui t'assaille de questions, au bout d'un moment, ça t'irrite. Et du coup, ma mère a été convoquée, et d'un commun accord, tous les deux... on demandait, m'ont mis une observation. Donc ma mère a demandé à ce que j'ai une observation, ou elle a demandé à ma mère si elle était d'accord, mais en tout cas les deux étaient d'accord. Et donc j'ai eu une observation, dans cet établissement, au bout de 3 observations, t'étais renvoyée. Donc t'imagines ce que ça renvoie psychologiquement dans l'enfance, quoi, et à l'enfant. C'est déjà, pose pas de questions. Mais pose pas de questions, et puis la curiosité est un vilain défaut, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup entendu avec les anciennes générations, on peut encore l'entendre aujourd'hui, mais t'imagines ce que ça renvoie. Et donc à partir de ce moment-là, j'étais rentrée dans un mutisme, j'étais devenue pipelette, du coup, en classe, puisque j'avais besoin d'exprimer quand même ce qui me passait par la tête, mais je l'exprimais avec ma voisine de classe ou mon voisin de classe, qui était comme moi. On se trouvait bien à ce moment-là, parce que, voilà. Et, ça me fait penser à moi, dans ma famille, on me disait toujours que je parlais trop, que j'ai un tel caractère, etc. Ah oui. Résultat, je parle plus. Ouais, mais c'est ça. Je me suis mise à plus parler. Ah, moi aussi. Et tu peux pas te taire, tu parles trop, Marine, t'es fatigante. Pour tout et n'importe quoi, genre même pour dire une bonne nouvelle, mais t'imagines la violence enfant. Surtout quand ça vient de ta famille. Enfin, c'est...
hyper traumatisant. Donc moi, du coup, je m'étais dit, bon, bah, ne sois plus curieuse. Donc je continuais de l'être, intérieurement, ou avec moi-même, ou dans mes trucs, mais je le disais à personne. Et par contre, du coup, dans le métro, j'observais. Et donc, des fois, on me disait, Marianne, observe les gens comme ça. Mais parce que moi, je tapais des fixes. Voilà. Mais parce que je voyais leur vie, je voyais plein de choses, leur comportement, puis avec leurs voisins de métro qui connaissaient ou qui connaissaient pas. Enfin, ça me fascinait, ça allait dans tous les sens, quoi. Et c'est cette curiosité qui fait que, donc c'est cette curiosité qui fait qu'en séance, enfin, merci, quoi. Je pense que, alors, je devrais pas le dire, parce qu'on va pas aller chercher le conflit, on va pas aller chercher des personnes toxiques, mais dans la moindre relation, ou la moindre relation même de quelqu'un que tu croises dans la rue, ou une vraie relation établie, la moindre situation va t'apporter quelque chose, en fait, si t'es à l'écoute. Donc t'es pas obligé de toutes les situations de dire « qu'est-ce que je dois comprendre ?» Même si tu pourrais, ça peut être vite fatigant ou épuisant de te faire ça, même si, en vrai, en soi, tu pourrais. Mais oui, donc du coup, en plus des séances où c'est magnifique pour la personne, mais forcément, enfin, puis ça te fait croire encore plus en l'humanité. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, je me voyais pas faire un travail de psy classique à l'époque, bien que j'étais fascinée par tout ce qui était neuro, psychologie et tout. C'est que je me disais, mais à l'époque, je me souviens, il y avait eu un sondage, il y avait une étude comme quoi les premiers, la première... comment on dit, les premiers au niveau boulot qui se suicidaient, c'était les psys. Parce qu'en fait, oui, dans ma tête, je me disais, mais ils n'ont pas les solutions à la fin. La personne, elle a parlé toute la séance. Et comme tu dis, 45 minutes, où... moi, ça, c'est un truc... Je comprends qu'il y en ait qui bossent là-dedans. Mais toi, du coup, tu me connais, tu sais que je suis pas du tout regardante sur les horaires. Pour moi, c'est pas possible. La personne commence à se confier, du coup, souvent en fin de séance, et à sortir le truc, à dire, bon, alors on verra la prochaine. Ça, pour moi, c'est impossible. Je comprends leur fonctionnement pour eux-mêmes et tout. Et pour moi, il n'y a rien de plus violent pour la personne qui est en face. C'est pas du tout pro par rapport à mon prisme. Je trouve ça pas du tout pro. Et c'est juste horrible. C'est horrible. Et donc, du coup, voilà. En plus, donc il y avait ce truc-là, souvent des 45 minutes ou pile l'heure à la seconde ou à la minute près. Mais c'est surtout que, il n'y avait pas les outils qui allaient avec cette psychologie qu'on peut connaître aujourd'hui et où de plus en plus, heureusement, et j'espère un jour tout le monde les aura, ces outils, pour retirer quelque chose qui te fait du mal et surtout installer ou désinstaller la croyance qui te fait garder ce mal. Ouais, je me souviendrai toujours d'une première psy que j'avais vue. Alors l'idée, c'est pas de mettre un tarif aussi aux psy, parce qu'il y a vraiment des psys qui sont très bien. Mais je me rappelle d'une psy à qui je racontais des horreurs, en lui disant que je me trouvais immonde, que j'étais moche, que j'étais laide, que j'étais tellement bête et que je me détestais. Et elle me regardait, elle me disait, Marianne, vous êtes tellement belle. J'étais là, mais c'est pas possible. Et à la fin, effectivement, tu repars chez toi. Ça part d'un bon sentiment en plus de sa part. Mais je pense pas qu'il y a une malveillance ou qu'il y a un manque de formation ou quoi que ce soit. C'est juste une autre approche, une autre vision. C'est d'autres outils. C'est pas le même travail. Ouais. C'est pas le même travail. Tu vois, il y a des gens qui disent mais c'est comme si ou quoi. Je dis non, soit ça complète, soit ça remplace. Mais c'est deux travails complètement différents, quoi. C'est, c'est un peu. Boulanger et boucher, quoi, tu vois. Enfin, je dis pas qu'il faut un travail de boucher, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, c'est dans le sens où c'est pas du tout le même aliment. Ouais. Tu vas pas dans ce magasin-là tu vas pas dans une boucherie pour acheter du pain, tu vas pas dans une boulangerie pour acheter une côte de veau, tu vois ce que je veux dire. Et donc, c'est vraiment pas le même travail. Mais souvent, les gens confondent parce que c'est sur la psy. Et la psy, c'est tellement vague. Oui, c'est vrai. Ça part un peu dans tous les sens. Et donc, du coup, forcément, les gens confondent. Mais oui. Alors, c'était l'exemple que je te donnais tout à l'heure aussi vis-à-vis de certaines croyances qu'on peut avoir vis-à-vis de soi ou de sa famille et de loyauté justement aussi familiale. C'est puissant. Où j'avais donc réussi à avoir une audition en voix off et j'arrive donc à tomber complètement malade et à ne plus avoir de voix alors que j'en ai toute l'année. Avoir un vieux rhume dégueulasse, donc tout le monde te dit c'est normal, c'est le printemps. Non. Et toi tu sais que c'est émotionnel. C'est pas du tout le printemps. Non, c'est parce que là je peux réussir, donc c'est compliqué pour moi. Et j'ai encore cette effectivement loyauté là vis-à-vis de ma famille où je m'interdis de réussir parce que eux n'ont pas réussi ou eux ont été dans des échecs de vie. Et je me dis moi j'ai pas le droit. Et finalement effectivement donc déjà que je sais plus qui. Alors qu'ils s'en foutent, je pense. Oui. Et ils s'en foutent vraiment. Et puis c'est même pas le propos, de toute façon, de ce qu'ils pensent ou pas, tu vois. Je pense que de toute façon, ils sont même pas centrés sur toi.
De toute façon, ils sont centrés sur leurs besoins qui sont... Mais oui, non, en fait, le problème, c'est que quand il y a cette loyauté familiale, je sais plus qui donne cette théorie, et pareil, les neuros se sont penchés sur cette théorie, se sont rendus compte qu'en fait, le cerveau était réellement fait comme ça. C'est qu'en fait, quand on est tout enfant, et qu'on a, donc sans parler de parents extrêmement maltraitants, hein, même juste un truc qui pourrait paraître anodin, mais en plus, si tu as des parents maltraitants, physiquement, psychologiquement et ou sexuellement, en fait, tu sais, ton corps sait, ton cerveau, mais ton corps sait que ce que tu es en train de vivre avec cette personne n'est pas ok, que c'est cette personne le problème, mais c'est trop difficile de te dire c'est lui le bourreau, c'est lui le diable, donc tu vas le répercuter sur toi en te disant c'est moi le problème, sauf que ton corps et ton cerveau savent que c'est pas le cas, et du coup tu vas continuer de grandir comme ça, donc à te faire du mal en sachant que c'est pas toi le problème. Donc en plus, ça crée un paradoxe où tu es aussi en appel au secours d'amour et en demande d'amour et en essayant d'avoir un lien désespérément avec eux d'amour, tu vois, ou avec autrui, parce que tu sais que c'est pas toi, mais en même temps tu te racontes que c'est toi pour, en gros, c'est grossier hein, la manière dont j'en parle, hein, c'est pas, c'est pas vraiment dans les détails comment c'est expliqué, mais en gros, voilà, tu te racontes que c'est toi le problème pour moins souffrir, mais surtout pour survivre. Tu vois et surtout à l'adolescence, après, le problème, c'est qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'au niveau cerveau, ça crée, encore une fois, je le grossis, tu vois, comment on appelle ça en sciences tu sais, quand tu grossis un comportement. Bon, bref. Ouais. Voilà. L'extrapole, non non, tu sais... Bon, bref, c'est pas grave. Et en fait, encore une fois, je grossis, mais en gros, tu vas garder, par contre, dans un endroit de ton corps et ou de ton cerveau, que tu sais que c'est pas toi le problème, c'est bien eux, que ce que tu vis, c'est pas normal et c'est choquant, et que toi aussi, tu as le droit de l'amour, à de la confiance, à de l'éducation saine et tout ce qui va avec. Et donc, du coup, tu gardes un truc de colère qui crée de la vengeance. Et souvent, ça explose à l'adolescence. Et c'est ce qui fait que souvent, les ados sont révoltés, parce que, déjà, moi, de ce que j'ai observé, sans même connaître toutes ces recherches au niveau neuro et autres, de ce que tu observes en séance, parce que du coup j'ai eu tout âge en séance et j'ai toujours tout âge en séance, c'est que, et puis même sans les séances, juste en observant dans la vie de tous les jours, c'est que voilà, tu passes d'une enfance, même si tu es avec des parents maltraitants, Père Noël, ainsi de suite, et t'as plein de... On te met dans un cocon de croyances, du jour où tu n'y crois plus, t'es pas accompagné dans le sens où on pourrait juste te dire bah oui mais mon chéri, ma chérie, en fait on t'a fait croire au Père Noël, parce que souvent il y a de la colère hein, quand tu te rends compte que le Père Noël n'existe pas, enfin beaucoup même, ou en tout cas il y a un choc. Enfin, tu vois, est-ce que je peux encore faire confiance à mes parents? Est-ce que je peux faire confiance à... Enfin, il y a plein de trucs qui se mettent, ça va être différent sur chacun, mais il y a plein de choses qui se mettent en place, et pas forcément des choses saines, parce qu'en fait du coup tout ton mode collapse. Ça se dit collapse en français? Non. S'écroule. Tout le monde s'écroule parce que tes croyances sur lesquelles tu t'es forgé et tu t'es construit ton cerveau, ben en fait n'est pas réel. Donc le Père Noël, il n'existe pas. Sauf que si t'es un adulte qui t'explique avec douceur en te disant ben en fait on fait croire ça aux enfants avec ces mots ou avec les mots dont t'as besoin, hein. On fait croire ça aux enfants parce que c'est magique quand même. T'imagines quelqu'un qui offre des cadeaux de Noël et tu te réveilles le jour et en fait le lendemain matin et t'as plein de cadeaux gratuits comme ça juste par amour et générosité. Enfin, de croire ça enfant, même adulte on a envie d'y croire au Père Noël. On a encore envie d'y croire, tu vois. Et donc du coup, si tu expliques à l'enfant, c'est pour un moment magique et que nous on n'y croit plus, mais qu'on a encore envie de faire croire ça aux enfants qui arrivent derrière, enfin, avec tes mots ou avec tes ressentis, parce que ça va être différent sur chacun, l'enfant va pas garder cet échec, ce monde qui s'écroule, ou cette vengeance, ou cette colère. Il va passer directement à autre chose, parce que l'enfant en plus comprend très vite les choses, s'adapte très vite et comprend surtout très vite les choses. Donc il va se dire « Oh, on a voulu me faire plaisir, bon bah maintenant j'y crois plus, je peux être un peu triste », et là il a le droit d'avoir son deuil avec le Père Noël qui n'existe plus si on prend encore le sujet du Père Noël, mais il va passer facilement à autre chose sans rancune, sans rancœur, sans vengeance. Et donc du coup c'est très rarement expliqué. Même dans les grossesses maintenant, de plus en plus, quand les mamans tombent enceintes d'un deuxième, un troisième enfant, on l'explique et introduisent le premier. Mais à l'époque, c'était pas du tout introduit. Donc l'enfant qui arrive, qui a toujours été enfant unique, et bam, il y a un autre qui arrive qui lui vole en gros tout. Tu vas dans son monde d'enfant, surtout s'il est très jeune, l'enfant, il n'a pas la maturité pour le comprendre. Même s'il aime son petit frère ou sa petite sœur, il y a beaucoup de conflits avec lui-même ou avec sa prise de conscience ou
croyances qui commencent à se mettre en place pour qu'ils se construisent, qui sont décapités les uns après les autres, parce que c'est violent, donc j'utilise le mot décapité volontairement, mais en fait, il y a ce truc de mode vengeance aussi qui se met en place. Donc en plus, si tu as des parents soit malsains, soit qui ont eu des comportements à un moment donné malsains sans t'expliquer ou s'excuser derrière, tu as ce truc qui reste. Donc à l'adolescence, ça pète dans tous les sens, et tu as besoin d'être face à l'adulte, face à l'ordre, contre l'adulte, contre l'ordre, pour continuer à te découvrir. Donc tu t'es découvert enfant, au final, ça va pas, je me suis découverte sur de mauvaises bases. Donc là, je me redécouvre ado. Est-ce que mes bases me conviennent ? En fait, l'autorité, c'est ça, l'adulte, c'est l'autorité, ou l'autorité, c'est forcément l'adulte, ou c'est forcément un maître d'école, ou c'est forcément quelqu'un qui va me dire quoi faire, ou ainsi de suite. Et ainsi de suite, et après, t'es pré-adulte, et donc ça va, tu vas grandir de plus ou moins comme ça. Donc, tes croyances par rapport à ce que tu vas instaurer, et justement cette loyauté familiale par rapport au fait que maintenant mon papa, ma maman, ils peuvent pas me faire du mal, ou celui qui est censé s'occuper de moi, me faire grandir, il peut pas me faire du mal, du coup c'est moi le problème. Donc toi tu grandis avec ça, et puis t'as aussi ce truc d'empathie envers tes parents, ou l'éducation gaslighting que t'as vu ce que tu me fais faire, t'as vu dans quel état je suis à cause de toi. Ça existe encore aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, mais à l'époque c'était très fréquent. Je me souviens d'une femme qui était très, très saine et très bienveillante et très gentille, qui était venue me voir pour arrêter de fumer. Elle avait arrêté de fumer, et puis il s'était passé quelque chose de dingue. Et en fait, elle avait racheté un paquet, et elle me dit à la séance, du coup, j'ai regardé mes enfants, j'ai dit, vous avez vu ce que vous me faites faire, je fume un paquet. Et je l'ai coupé direct, je lui ai dit, Et elle a pris conscience, elle m'a dit, mais ouais, purée, mais en plus, je leur dis ça pour plein de choses. Et en fait, la plupart des gens qui disent ça ne s'en rendent pas compte. Après, il y a des gens qui sont manipulateurs, mais la plupart ne s'en rendent pas compte. Ils récupèrent, ils répètent ce qu'on leur a dit, les codes, et ainsi de suite. Bref. Et donc, du coup, t'as en plus cette loyauté familiale où on te dit t'as vu ce que tu me fais faire, t'as vu bidule, ou sinon juste tu vois peut-être ta mère qui est très saine et qui t'a jamais dit ça mais qui pleure et qui t'explique pas pourquoi tu pleures, et donc toi tu te retrouves pas ta place, donc du coup tu vas avoir envie de lui changer les idées et puis tu vas t'oublier. C'est souvent aussi en séance que je vois ça quand il y a eu des deuils dans la famille, où en plus, j'ai beaucoup de familles, donc il y en a où j'ai tous les membres de la famille, où il y en a où j'ai que certains membres de la famille, mais je les ai par génération, tu vois. Donc tu vois comment le deuil a été géré selon l'enfant, selon la grand-mère, selon le père ou la maman, ou selon l'oncle. Et en fait, chacun a eu son prisme différent, chacun a pris une place différente, chacun a pris la place qu'on voulait bien lui laisser, d'une manière consciente ou inconsciente. Et donc tu vois l'enfant qui a grandi avec laisser passer les besoins de sa mère complètement ou de son père complètement, tu vois le parent qui a laissé passer le besoin de son enfant complètement et qui s'est oublié dans le deuil, et puis en fait des années ou des décennies après ça ressort et ça pète dans tous les sens, tu vois, parce que c'est ce comportement qui dit toc toc, tu m'as oublié, j'ai besoin de sortir là. En fait ça c'est pas toi, par contre je te fais souffrir actuellement, donc reprends ta place. Non, tu n'as pas besoin de protéger maman ou papa parce que il a perdu son job, ou parce que Pierre, Paul, Jacques est décédé ou a une maladie grave, ou parce que Pierre, Paul, Jacques est rentré dans la voiture ce jour-là, ça a mis très fort en colère papa ou maman. Tu restes l'enfant, tu vois, et donc l'enfant peut continuer d'aimer son parent et de l'aider juste en étant son enfant, mais pas en protection, tu vois ce que je veux dire. Mais en plus, quand tu as vécu du gaslighting et de la manipulation, ça demande une certaine dissociation pour t'en rendre compte et en sortir. Une fois que tu t'en es rendu compte, tu soit sors très rapidement, soit sors au bout de quelques jours ou quelques semaines ou quelques séances, définitivement, mais je te parle définitivement, t'en sors direct au bout d'une séance, mais pour que ça soit vraiment dans tous les ancrages qui se sont installés. Tu peux décrire ce qu'est le gaslighting ? Alors le gaslighting, je vais le décrire avec mon vocabulaire pour que ça parle au plus de gens. Je vais pas dire la définition qu'il y a dans le dictionnaire. C'est un terme qui, comme le gaslighting, donc ce qui fait allumer dans tous les sens, tu vois, c'est un comportement de manipulation que d'ailleurs les pervers narcissiques utilisent. Donc il y a des gens qui sont manipulateurs sans être pervers narcissiques, il y a des gens qui sont manipulateurs en étant bienveillants juste parce qu'ils ont un comportement où ils ont besoin d'avoir l'attention ou d'avoir le pouvoir par rapport à telle ou telle blessure ou tel trauma. Et en fait le gaslighting, ça va être par exemple moi ce qu'on me disait, oh là là, heureusement que t'es jolie, parce que t'es bête. Et puis une fois que j'ai instauré ça, t'es vraiment superficielle, t'as même pas ton physique pour toi. Tu vois, ça c'est mais t'as plein de gaslighting différents. Mais c'est en fait où t'as plus aucune perche sur quoi t'accrocher.
C'est, on te dit des tout, injonctions et son contraire constamment. C'est, par exemple, ouah, t'as un talent, mais dingue. Et puis en fait, quand la personne soit se sent en concurrence avec toi, soit pas du tout, ou met envie de te faire du mal, ou de te rabaisser, ou de te remettre à sa place dans sa tête, à ta place, il faut que je la remette à sa place, celle-là, ou celui-là, bah ils vont utiliser du gaslighting. Ouais, c'est nul. Tu vois, moi par exemple, il y avait quelqu'un qui me disait que j'avais un fort coup de pied. Oui, je sais que j'ai un coup de pied en danse, je le sais, tout le monde me l'a toujours dit. Et elle me l'avait toujours dit. Et puis un jour, pas fait comme un autre, quand j'avais commencé à bosser avec des personnes avec qui elle travaillait, elle, quand elle était en danseuse pro, j'avais plus de coup de pied, j'étais plus souple. Donc bah, toi, t'es pas du tout souple, et puis toi, t'as pas de coup de pied. Alors que même elle, encore, la veille au soir, elle me le répétait depuis des années. Et tout le monde me le disait, puis je le savais, c'était établi. Donc on va aller dans des choses qui sont établies sur toi, mais auxquelles tu te poses même pas de questions, sans aucune prétention. Juste, voilà, c'est comme, je suis une fille, je suis un garçon. Ou, tu vois, je suis, je sais pas, je vis à Marseille, je vis à Paris, tu vois. Enfin, c'est des choses établies. Bah non, ou l'herbe est verte. Non, l'herbe est bleue. Jusqu'à ce que tu crois que tu ne sais plus ce qu'est l'herbe bleue ou elle est verte. Ouais. Tu vois. Alors, il y a des parents toxiques, en tout cas, sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables aussi de te mettre très haut pour après te descendre assez facilement jusqu'à en tant qu'enfant, à être complètement perdu entre maman, papa, gentil ou méchant, on ne sait plus trop. Et finalement, on va se laisser faire et on va retrouver peut-être après par la suite des conjoints qui vont avoir la même posture que nos propres parents. Ou la même dynamique. Il y a quelque chose aussi... Des conjoints ou des amis, ou des boss. Des boss aussi. Des collègues, enfin en tout cas quelqu'un dans notre vie. Ouais. Et tant qu'on n'aura pas en tout cas... alors je vais utiliser le mot réparer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas cette blessure en nous, on va être amené à la revivre en tout cas de manière à chaque fois plus intense. Alors, pour moi, je dirais que c'est de pire en pire, parce qu'en fait, je pense que vu qu'en plus c'est plus dans le schéma de base, c'est-à-dire que c'est plus les mêmes protagonistes, et même toi, si t'étais un des protagonistes, t'as évolué, t'es plus la même personne, c'est plus le même environnement, ça va être encore plus douloureux, tu vois ce que je veux dire? Parce que soit tu t'y attends pas, soit, là justement, comme tu disais tout à l'heure, soit position de victime ou héros, tu vas te dire, mais attends, mais pourquoi on fait toujours ça? Pourquoi moi j'ai pas le droit d'être aimée? Pourquoi moi j'ai pas le droit de la douceur? Pourquoi moi on doit tout le temps me taper dessus? Pourquoi on met très haut et puis après très bas? Voilà, pourquoi en fait j'ai pas le droit d'avoir confiance en moi? Pourquoi j'ai pas le droit d'être talentueuse? Enfin, c'est la base de savoir où on est dans tel domaine. C'est en aucun cas être prétentieux ou présomptueux. C'est la base pour justement être bien, être neutre, et justement être l'inverse de prétentieux, tu vois. Et dans le gaslighting, on l'utilise énormément, ça. Que t'es prétentieux, que bidule, ou que machin, ou que blabla, pour justement te descendre constamment et que tu n'aies pas de confiance en toi, mais à aucun niveau. Mais en plus, là, je parle de la vraie confiance, c'est-à-dire que t'aies aucune base à l'intérieur, que tu sois complètement perdu et que tu ne saches pas ce que tu vaux, que tu penses que tu ne vaux absolument rien, et que voilà, tu peux être que le défouloir de quelqu'un et que c'est normal. Et que même si t'en as marre une fois adulte ou dans certaines situations, tu vas quand même retrouver ça. Et même si t'es triste et à en mourir et que tu as même des idées suicidaires, tu vas retrouver ça. Et d'ailleurs, les gens suicidaires, quand le vrai gaslighting, la source du vrai gaslighting sort, comme un post-trauma ou autre, les envies suicidaires dégagent définitivement avec. Alors il y a quelque chose aussi qui est quand même important à souligner, c'est que la société n'encourage pas non plus à l'enfant qu'on a été et à l'enfant déjà tout court de prendre sa place et sa juste place. On se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de mots MAUX, en tout cas physiques, qui font écho, même des maladies chroniques qui font écho en fait à de la maltraitance durant l'enfance, qui a plusieurs formes aussi. Enfin, cette maltraitance a plusieurs formes. Et en fait d'émotions qui sont réprimées et on dit souvent qu'il faut pardonner à ses parents et ce qui peut être aussi très dangereux parce que ça veut dire refouler en fait toute notre émotion et tout ce qu'on a vécu, toute sa réalité, parce qu'en plus avec des parents maltraitants et le gaslighting, donc manipulateur et tout, justement c'était leur point de te manipuler en retirant constamment ton droit de tes émotions, ton droit de ta réalité, et en retirant ta réalité. Non, c'est pas ça qui s'est passé, c'est ça. Non, j'ai jamais fait ça, tu dis n'importe quoi. Tu es une menteuse, tu es une comédienne, ou bidule, ou machin, tout ce qui peut aller en mots hyper violents, ou en phrases, ou en comportements hyper violents. Donc effectivement, c'est
c'est horrible parce que du coup, ça va appuyer dessus. Et donc, du coup, tu vas te dire, mais du coup, moi, en fait, j'ai pas le droit d'avoir mon avis, ou je l'ai, mais celui de l'autre a le plus de valeur. Et ça peut être carrément, tu peux te le dire consciemment, mais tu peux le dire aussi inconsciemment. Et ça peut aller sur tous les domaines de ta vie ou sur des domaines très importants qui vont faire que ça va te massacrer de plus en plus et où tu vas te dire mais je vais jamais être heureuse, ou tu vas finir névrosée, ou tu vas dire mais le bonheur ça n'existe pas vraiment, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, ou du coup moi aussi je dois faire la même chose parce que en fait t'as besoin au bout d'un moment d'être écoutée. Et donc est-ce que tu vois, en allant plus loin, est-ce que justement ceux qui passent de victime à bourreau ne sont pas des victimes qui ont besoin, enfin moi c'est ce que je pense en tout cas, d'être et à écouter absolument, et passent justement à cet acte de violence comme ça, ils sont écoutés à ce moment-là. En tout cas, ils ont ce ressenti inconscient ou conscient d'être écoutés, tu vois, parce qu'ils ont ce pouvoir sur l'autre ou sur cette situation, tu vois, sur n'importe quel sujet, même mettre une claque à quelqu'un hyper violemment, tu te dis, voilà, là j'ai mis la claque, je me suis défoulée, j'ai ce pouvoir je l'ai touché, enfin, ça peut être bien plus poussé que ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as vécu ce genre de choses, c'est difficile sans aide extérieure ou sans remise en question sur beaucoup de sujets et sur acceptation de certaines choses que tu as vécues et sur certains post-traumas, d'aller dessus parce que t'as pas forcément envie, ça touche à la loyauté familiale, ça touche à ton schéma, ça touche à tout ce qui a été créé et t'as pas envie que ton monde s'écroule. Ouais, et quand le monde s'écroule, alors c'est ma vision des choses, je ne détiens pas de vérité, mais une sorte de dépression s'y arrive, parce que c'est tout ton corps aussi qui est en train de lâcher. Tu vois, comme le truc d'enfant, d'adolescent et tout. Ouais. Et c'est très très dur, c'est des moments qui sont très difficiles et donc même par rapport à l'anxiété, tu vois, une anxiété qui peut être chronique. Et en fait, je le vois aujourd'hui avec des clients et je le vois aussi, je l'ai observé dans ma propre vie, je comprends pas pourquoi je suis tout le temps stressée, je comprends pas pourquoi je suis tout le temps angoissée. Mais en fait, si tu vas voir dans ton enfance, t'as de quoi être en fait complètement angoissée. T'es en mode survie. C'est parce que ça fait des années que t'es en mode survie, parce que t'as eu un parent dépressif, donc tu l'as toujours vu au bout de sa vie, et en fait il pouvait pas se connecter à toi, ou en fait tes parents ont passé leur temps à parler d'eux, ou alors à faire la marionnette, tout remettre sur eux. À tout remettre sur eux, jamais sur toi, à te mettre très haut, très bas, etc. Et puis tu te dis, pourquoi je vis ça à pas écouter tes émotions. Putain, le nombre de personnes de notre génération qui, quand ils pleuraient, et encore aujourd'hui malheureusement dans la rue on peut le voir, se prenaient des claques. Moi il y a un truc qui m'a toujours fascinée. Alors, il y a pas de jugement, hein. C'est vraiment, encore une fois, je pense que c'est des outils ou pas, selon où on en est. Mais il y a toujours un truc qui m'a fascinée, c'est de voir, par exemple, dans la rue, des garçons qui se battent, tu vois, des petits garçons ou des petites filles, ou un garçon, petite fille, enfin bref, des enfants qui se battent, et les parents qui arrivent, et bam, claque, fessé, tu tapes pas. Dans le cerveau de l'enfant, même si pour nous, adultes, on a l'impression d'éduquer ou de faire comprendre, dans le cerveau de l'enfant, je tape pas, mais moi, on me tape pour me dire que je dois pas faire. Donc, tu vois, c'est pas logique, tu vois. Donc c'est pour ça, il n'y a aucun parent parfait, ça peut pas exister. On a tous notre vécu, notre vie dans la journée, nos émotions différentes. Donc c'est impossible qu'un parent parfait existe. Et c'est pour ça que c'est important d'être doux avec soi-même quand on est parent ou pas parent. Mais juste... voilà, de se dire, oui, effectivement, en fait, se dissocier, se remettre en question, sans honte avec nous-mêmes ou sans se faire du mal. Tu vois, donc du coup, il n'y a pas d'ego mal placé. Au contraire, c'est, non, là, j'ai déconné. Excuse-moi, mais j'aurais jamais dû faire ça, là, j'avais pas les soucis, ce que j'ai fait, ça va pas du tout. Donc, comment tu te sens ? Et nous, on n'a pas eu le droit à ça, avec des parents. Alors, encore une fois, il y a des parents géniaux dans toute génération, partout. Mais la globalité de nos parents, si on parle à la globalité de notre génération, a vécu des choses très similaires à nous, voire la même chose, voire pire, si c'est possible pour certains cas. Mais donc oui, il y a quelque chose t'avais pas le droit de t'exprimer, t'avais pas le droit de pleurer, tu chouinais, ce mot chouiner, c'est pareil, il va avoir une connotation différente sur chacun. Tu peux t'en remettre. C'est quoi l'expression, tu sais moi, chiale, tu pisseras moins, combien de fois on me l'a dit. T'imagines, Petite anecdote, j'ai cru pendant très longtemps que j'avais une toute petite vessie. Je me
rigole parce que cette anecdote est assez drôle. Et en fait, je faisais pas mal de trucs en auto-hypnose dessus. Donc, ce que moi j'appelle l'auto-hypnose, c'est-à-dire aller dedans, poser des questions. Encore une fois, c'est pas protocole, c'est juste, ok, où je vais et de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin d'en tirer. Bref. Pour justement, quand j'allais au parc et tout ça, ne pas avoir besoin d'aller faire pipi 10 minutes après d'être sortie. Et donc, ça marchait très bien. Et puis je pense que vu que ça a marché très bien, j'étais à la phase d'après qui allait me montrer le pourquoi du comment. Je croyais que j'avais une petite vessie. Donc tu vois, on va sur les croyances. Et en fait, je sais plus pourquoi, je commence à pleurer. J'ai une émotion qui part. Moi, je laisse facilement mes émotions. Si j'ai besoin de pleurer, je pleure. Pour moi, c'est très saine, c'est pareil. Arrête de pleurer. S'il te plaît, arrête de pleurer. Ou pleure pas devant tes enfants. Enfin, puis même aujourd'hui, c'est prouvé. Si on va sur les neuros, sur les choses qui sont vraiment posées, et pas que des théories que certains n'écoutent pas. Enfin, c'est sain. C'est très très sain, c'est ce qu'il faut faire. Tu vois. Bon, bref, donc de toute façon je suis comme ça, qu'il faille le faire ou pas, je suis comme ça. Donc je pleurais pour je sais plus quoi. Et en même temps je vais aux toilettes pour faire pipi. Et là je revois mon père me foutre une baffe en aller-retour en me disant c'est ça, chiale, tu pisseras moins. Et j'ai arrêté de pleurer net, j'ai rigolé. Et je me suis dit, mais c'est ça. Et je savais très bien, enfant, que de pleurer, ça allait pas, moi, aller me faire pipi, ou si j'allais plus aller faire pipi, j'allais moins pleurer. Je le savais très bien. Mais dans mon cerveau de mode enfant et survie, j'avais essayé de m'accrocher à, c'est ça, va faire pipi, peut-être tu pleureras moins. Tu vois, donc dans le sens inverse de ce qu'il me disait, mais pour regrouper ce qu'il me disait. Et donc, depuis petite, je croyais que j'avais une toute petite vessie à cause de ça. Et non, en fait, pas du tout. Donc, tu vois, quand tu vas sur les croyances, sur des trucs aussi bête et tout petit et anodin, en fait, il n'y a rien d'anodin. Bon, là, je parle quand même d'une violence physique et psychologique, mais même sur des tout petits trucs stupides, tu vois. Il y a autre chose qui me vient, ou qui paraît être complètement bête aussi, c'est l'expression « rien ne tombe du ciel ». Alors, je suis pas d'accord. Et moi, c'est pas vrai. Et je me dis, mais en fait, effectivement, la personne qui a cette croyance de non, mais il n'y a rien qui tombe du ciel, etc., va vivre l'expérience. Rien, effectivement, va tomber être du ciel. dur. Tout va être très, très, très dur. En tout cas, je pense que quand tu crois ça, tu vis une vie de labeur, mais de dur labeur, où tu... à la sueur de ton front, à ton sang, et sur toutes tes générations qui suivent, quoi. Moi, c'est l'image que j'ai quand on me dit ça, c'est genre je suffoque corporellement, mon corps n'est pas du tout aligné, c'est genre mon Dieu, Mayday, 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 quoi. Et ça, je trouve ça incroyable quand même, l'impact que ça a, parce qu'on va se mettre dans des situations où on va devoir en chier, où ça va être dur. On se crée une expérience, en fait, une réalité qui est encore plus dure. Comme le travail, ça doit être dur. Oui, c'est vrai. Moi, en fait, je me rends compte que je travaille H24. Mais vu que je le vois pas comme un travail, parce que pour moi, le travail, c'est pas dur, le travail, c'est fascinant. Mais en fait, pour moi, je sais pas. Quand est-ce que je travaille ? Je crois qu'il y a aucun moment où je me dis je travaille. Sauf si je suis vraiment super fatiguée, où je me dis il faut que je travaille. Ou je vais le dire aux gens, oui, là, je dois aller bosser parce que je peux pas rester avec eux, ou bidule. Mais Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui, quand j'étais danseuse, a fait en sorte que les 3 dernières années étaient aussi difficiles. Parce que, vu que je le voyais pas comme un travail, mais ça devenait un travail, puisqu'il y avait des aspects qui ne me convenaient plus du tout, je m'imposais à rester dans une passion qui était devenue... je pense que c'était devenu malsain à cause de ça. Mais non, il y a des croyances, et c'est ça aussi que quand on parle d'autres langues, plus on a des connaissances sur l'autre langue, ou même sur le latin. Là, j'ai un client qui s'est mis, c'est génial ce qu'il fait, qui s'est mis à faire des vidéos où justement il explique la racine avec le grec, le latin et tout ça. Et c'est dingue, mais c'est dingue. Tu te dis, mais oui, mais bien sûr. Enfin, comment on en est arrivé là, ou comment on peut pas voir ça. Enfin, et bon, bref. Et donc, quand tu fais les liens avec les autres langues, c'est pareil. Tu te rends compte que le mindset est complètement différent selon la langue que tu parles. Et que du coup, forcément, les expressions vont être différentes. Et pareil, là, du coup, il m'a dit qu'il avait commencé à le faire sur les expressions, ou sur même pourquoi philo, c'était écrit PH et pas F. Et c'est fascinant. Tu te dis, mais en fait, tout est lié. Il n'y a rien. Tout est lié constamment. Et donc, en fait, quand tu fais les liens avec tout, tu te rends compte que c'est qu'une histoire de croyance. Soit limitante parce que tu crois que c'est pas du tout possible autrement, soit qui va te permettre d'aller super loin. Après, je pense qu'une croyance reste quand même figée. Donc, si tu la mets pas à jour régulièrement et en film,
d'une manière à avoir vraiment un film avec des lumières et en mouvement dedans. Je pense que même la meilleure des plus belles des croyances qui t'a sauvé la vie, au bout d'un moment, si elle est encore figée et qu'elle n'a pas été updatée, je pense qu'elle se retourne contre notre foi. Ouais, c'est vrai que quelles sont les croyances qui nous donnent du pouvoir finalement? Il y a des croyances qui nous limitent et d'autres qui vont nous donner du pouvoir. Et du pouvoir sain, du pouvoir pour nous-mêmes et vivre avec les autres, quoi. Après, on reste humain, hein. Ça n'existe pas malheureusement actuellement un monde de bisounours, hein. C'est-à-dire que nous aussi on est humains, on a aussi des moments où on est fatigué, on est colérique, on vient de vivre un truc, bien sûr. On va être beaucoup plus irritable qu'un autre jour. Et donc on est aussi en tort, et c'est ça aussi je pense ce qui est sympa aussi d'intégrer quand on commence à faire un travail sur soi, c'est de se dire non mais le monde parfait, la personne parfaite n'existe pas, de toute façon elle serait pas parfaite pour le voisin, celle qui est parfaite pour nous, et on reste humain en fait, donc on ne devient pas un robot qui est heureux constamment, on est heureux, mais on a nos moments de colère ou nos moments de pétage de câble, sauf qu'ils sont beaucoup plus agréables pour nous et pour notre entourage, mais surtout pour nous avant tout. On a des moments de tristesse et c'est ça qui est dingue. Et j'accueille cette émotion de tristesse pour que justement elle reste et que je reste heureuse et qu'elle reste en paix à l'intérieur de moi et pas en souffrance, quoi. Mais je trouve que tout ça, ça donne un accès à sa propre philosophie de vie aussi. Tu vois, une certaine, entre guillemets, spiritualité. Où on comprend que beaucoup de choses font sens, notamment nos événements dans notre vie, quand ils nous arrivent, tout s'aligne. Tout s'aligne en fait. Et il y a autre chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est cette foi en l'esprit aussi et en la croyance justement, parce que quelqu'un, imaginons, de très rationnel, pour lui les choses c'est comme si et pas autrement, tu vois, va vivre forcément cette réalité là aussi. Et je sais que en tout cas, moi, toute cette découverte, tout ce travail, en tout cas, que j'ai pu faire sur moi, m'a permis aussi de me dire que les choses sont possibles. On ne sait pas trop comment ça va se présenter à nous. Mais il faut garder foi et il faut cultiver, en fait. Tu vois, cultiver justement son jardin, quelles croyances on a envie de mettre dans notre vie, qu'est-ce qui est possible pour nous. Et de commencer à mettre des émotions aussi qui ressemblent à ces croyances-là. Et après, tu sais pas comment, mais la vie te présente à toi quand même des opportunités qui sont dingues et que si tu les avais juste imaginées, on parle de la visualisation aussi qui est hyper importante. Qui est la base. Qui est la base, mais même toi, avec ton propre imaginaire, t'aurais même pas pu imaginer ce que la vie t'a proposé parce que la vie est plus intelligente que nous, justement. Disons que t'as besoin de ton imaginaire pour passer commande. Comme une lettre au Père Noël, tu vois, et c'est pas pour rien que cette croyance de Père Noël continue de perdurer, c'est parce qu'on a envie de toute façon de ça. Et en fait, tu n'as pas l'imaginaire pour imaginer tous les résultats incroyables qu'on va t'amener, en fait, ou les manières dont on va te l'amener. Et je sais que, perso, depuis petite, et même encore aujourd'hui, dans les moments où je vis des trucs durs ou graves, comme des choses où vraiment tu t'en peux plus, tu vois, et tu te dis, mais ça va s'arrêter quand ? Et t'as beau avoir cette expérience ou cette croyance, tu l'appelles comme tu veux, de te dire, mais non, mais tout arrive pour une raison. Il y a des fois... C'est dur. C'est dur et t'en peux plus. Et mais en fait, une fois que t'as passé le truc, ou que le truc est passé, j'ai envie de dire, parce que en fait c'est un truc qui arrive pour que tu grandisses, mais c'est un truc qui arrive, donc que le truc est passé, tu te dis et en fait tout s'est aligné, en fait tout s'est passé comme ça pour qu'il y ait ça derrière, mais ça j'aurais même pas pensé, mon imaginaire n'aurait même pas pu imaginer un truc aussi fou pour moi. Et c'est vrai que c'est ce qui te tient en vie dans les pires moments, mais il y a des fois où tu te dis non. Moi, je me souviens quand j'avais pas d'appart à Paris, que j'étais en sous-location, j'ai habité dans je ne sais combien d'apparts, ça se compte par plus de 40 apparts. Il y avait des moments où je déménageais tous les 4-5 jours avec toute ma vie, enfin, c'était juste horrible. Et je me souviens d'un appart que j'avais fait plusieurs fois, quand mon amie partait en contrat, du coup quand elle repartait, c'est moi qui le relouais, donc je repassais, donc j'étais pas en non-stop dans cet appart. Et je me souviens d'une fois où j'étais dans sa cage d'escalier, elle habitait au 5e sans ascenseur, et j'arrivais presque à la porte de son appart, donc j'étais dans la cage d'escalier au 5e. Je me suis écroulée par terre, je pleurais. Et je me disais, ça arrive pour une raison. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, un jour, ça va t'aider. Mais j'y croyais pas. Mais je me persuadais, parce que là, de cette façon, c'était juste tellement horrible. En fait, j'étais en réassociation de me dire, non mais attends, t'es encore en train de déménager toute ta vie, bidule, machin. Et en fait, la vie m'a bien montré qu'effectivement,
d'avoir eu autant d'habitations différentes, dans autant de pays différents, autant de choses différentes, dans autant de nouveaux immeubles, anciens immeubles, maisons, pas maisons. Et bah, c'est ce qui m'a permis d'avoir un œil aussi aiguisé sur un autre taf qui est la déco intérieure, qui était un des tafs que je voulais faire, architecte d'intérieur. Mais je me dis, oh là, les études, elles ne m'intéressent pas du tout. C'était personnel. Je me disais, j'ai pas du tout envie de faire ça comme étude pour faire ce genre de taf. La vie me l'amènera. Ben, en fait, la vie me l'a amené sans que je lève le petit doigt. C'est des clients qui sont, au fur et à mesure, qui m'ont demandé, à force d'être soit en visio, soit chez moi, en séance ou en formation, ou en cours à l'époque. Et du coup, j'ai bien vu que c'était grâce à être allée dans autant d'habitations différentes. Parce qu'il y a des trucs que tu adores, et puis en fait, quand tu as habité dedans, tu te dis, mais c'est juste pas possible. Il y a des trucs que tu dis, oh non, pas ouf. Et puis en fait, en habitant dedans, tu te dis que c'est vachement facile et que c'est super simple au quotidien. Et plein de choses comme ça. Et je sais que c'est du coup ce qui m'a amené à un autre taf, mais aussi de faire ce que j'ai réussi à faire chez moi par rapport à notre bien-être, qui plairait peut-être pas forcément à quelqu'un d'autre, mais vu que c'est chez moi, mais à mon conjoint et à moi, puisque c'est chez nous. Et tout arrive pour une raison. Et au final, tous tes rêves arrivent après. Parce que pour moi, ça se confirme. Tu vois, ça se vérifie. C'est ça qui est compliqué aussi avec les croyances. C'est qu'on est tellement convaincu aussi qu'on en a la preuve. Qu'en fait, on prend un truc comme preuve. On va prendre un détail comme preuve. Et on va pas prendre tout ce qu'il y a derrière. Ça va être blanc ou noir avec la croyance. Par exemple, là, on est convaincu de ce qu'on raconte. Et ça se trouve, on dit complètement n'importe quoi. Mais on en a conscience. Mais on y croit. C'est pour ça qu'on se dit, ça se trouve, voilà, dans 5 ans, dans 10 mois, on pensera autre chose. Mais oui, on est qui ? Et puis, personne n'est qui ? En fait, personne ne peut dire une réalité absolue. Parce qu'on est qui ? Et on l'a dit par rapport, tu vois, nos expériences et au code des neurones qui ont été découverts, donc aux neurosciences qui sont découvertes. La science évolue constamment, ça se trouve, ça va être comme les saignées. Hein. Dans 5 ans, on va nous dire, oh là là, c'était pas ça du tout, et puis on va se dire, bah oui, c'est logique, en fait, on peut pas croire ça du coup, tu vois. Mais oui, on est forcément influencé par tout, et on va suivre cette influence, soit pour rester dans un état qui nous fait du mal, ou une situation qui nous fait du mal, mais parce qu'au final, il y a un truc sain, bizarrement et paradoxalement derrière. C'est dur à croire quand on est dans des situations catastrophiques, mais il y a un truc sain qui nous dit Mayday, soit parce que ça nous convient très bien dans notre bonheur actuel d'aujourd'hui. Mais il y a la notion de jeu aussi qui me vient à l'esprit, c'est que finalement tout est un petit peu... Jeu J-E ou J-E-U Non, J-E-U. Ah oui, pour moi, c'est... et d'ailleurs, pendant un moment, je crois qu'au début où je t'ai rencontré, je te l'avais dit cette expression, parce que pendant un moment, je la disais tout le temps, que ta vie, c'est ta meilleure partie de jeu. Et d'ailleurs, c'est un truc que je disais tout le temps, et quand j'ai vu Tony Robbins en Business Mastery, il avait dit votre playground, et j'avais été là, je me souviens de regarder tout le monde en disant oh putain, qui pense comme moi, tu vois, donc parce que ça allait dans mon sens de croyance, ça allait dans mon truc, donc du coup je me dis purée, oui, mais oui, je le dis tout le temps, oui, tu vois, et oui, c'est un jeu. Et même si tu vas au-delà, moi, par rapport à mes expériences, je crois à la vie après la mort. Je crois à la réincarnation, chose où je ne croyais pas du tout avant. Et donc, du coup, pour moi, même chacune de tes vies dans lesquelles tu es est une nouvelle partie de jeu. Tu vois ? Alors, sur quelqu'un qui vit quelque chose de très grave, de m'entendre dire ça comme ça peut être super violent. C'est horrible. Si je pense à mon passé et qu'on m'avait sorti ça, je pense que j'aurais fracassé la tronche de la personne qui était en train de me le dire. Mais maintenant, avec du recul, quand je pense à mon passé, je me dis ah oui, dans cette vie, en fait, lui, il a ce rôle-là, elle a ce rôle-là, moi j'ai ce rôle-là. Et en fait, clairement, un peu comme le Cluedo, en fait. Tu vois. Moi, j'ai exactement la même vision. C'est je vis une expérience. Alors toi, t'as le rôle de qui là c'est ça. Tu me fais penser à qui déjà et quel est ton rôle et tu vas me permettre quoi en fait parce que alors je l'entendais sur un autre podcast. Ça, c'est remercier les cons justement. Ah oui, mais tu te souviens le livre que je t'avais dit Que faire des cons. Alors qui pour nous ceux qui écoutent, en fait. lisez ce livre. Oui, mais ouais. On est toujours le con de quelqu'un déjà et qui nous remplace ou qui nous font comprendre certaines choses, tu vois. Et on a besoin d'eux en fait. Et on a besoin d'eux. On a besoin que ce soit pas toujours tout lisse pour évoluer. Mais si tout était toujours tout lisse, on serait même pas encore à l'âge de pierre avec un caillou et essayer de faire du feu. Parce qu'on n'en aurait pas eu besoin en fait de faire du feu, tu vois. Après, je trouve qu'il y a des gens pour qui c'est plutôt lisse quand même la vie. Alors, je pense que selon ton background de parents,
Je pense que ça aide effectivement à avoir une vie beaucoup plus lisse, parce que déjà, ils n'ont pas passé quelques décennies, ou au moins une décennie, à se détacher de toutes ces merdes et à se reconnecter à soi, tu vois, ou à comprendre certains codes, tu vois. Genre, moi, j'ai un ami dont je t'ai déjà parlé, il le sait pas, mais qui m'a beaucoup aidée, et juste par rapport à qui il est, et son éducation a été très saine. Donc du coup, tu vois, au même âge, que sans comparer les réussites, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire, c'est que sur certains sujets, alors peut-être sur certains sujets elle est moins loin que moi, j'en sais rien, puis on sait pas le sujet, mais sur certains sujets, quand par exemple si je nous mets 10 ans en arrière, ça me faisait grandir, tu vois, ce que je voyais, ce que j'observais ou nos conversations, parce que waouh, je le regardais avec des yeux mais genre écarquillés, genre waouh, il pense ça. Mais oui, mais parce qu'il a eu une éducation super saine, et heureusement, et tout le monde devrait avoir cette éducation-là, dans le meilleur des mondes. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait staff, je l'ai fait en pro. À la base, je l'ai fait pour moi. Pour les castings, les castings où c'était mes compétences et mon domaine, c'est une catastrophe. Genre, je savais plus danser. C'était une catastrophe. Et les castings où j'en avais rien à faire, où je pensais ne pas être prise, j'étais toujours prise. Mais même quand c'était des trucs qui étaient à l'opposé de ma discipline. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, faut que j'arrête de perdre mes moyens en casting quand je sais que je peux être prise ou que limite je devrais être prise, entre guillemets. Et puis en fait, en commençant ce travail sur moi, je me suis rendu compte que en fait, non, c'était pas le casting le problème, c'était moi qui voulais plus être danseuse. Et donc du coup, en faisant ce taf, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais récupérées qui n'étaient pas moi. Donc je me suis dit, purée, pour les futures générations, pour mes futurs enfants, si un jour j'en ai, je veux dégager toutes les merdes qui sont pas les miennes en fait. Je veux alors quand tu être dis moi. que ce sont pas les tiennes, pardon, c'est celles de qui en fait? En fait que j'ai récupéré de l'éducation, de trauma, de transgénérationnel, de comportements que du coup qui sont devenus les miennes parce que ça s'est construit dans mon expérience et dans mes nouvelles croyances par rapport à des vécus de base, tu vois ce que je veux dire? Donc je voulais vraiment repartir avec qui je suis, mais pas pour moi. En plus, c'était vraiment mon leitmotiv, c'était mes futurs enfants. Et puis en fait, quand j'ai eu ce jour-là où j'ai eu ce déclic là, à cette répétition, je me suis rendu compte que non, en fait, j'avais découvert... Vraiment, j'aurais pris un clairon, j'aurais dans le métro ou dans n'importe quelle ville ou aéroport, je sais pas, j'aurais jeté tous les nouveaux outils que je connaissais à qui voulait l'entendre, tu vois, parce que je me disais, je partais du principe, tout le monde va être heureux. Bon, alors oui et non, c'est-à-dire que il y en a pour eux, leur bonheur, c'est de manipuler l'autre. Donc, mais moi j'étais encore dans la naïveté de tout le monde va être heureux, si tout le monde sait comment il peut être heureux et sain, on va vivre dans 10 ans, alors bon, je savais que ça allait pas être dans 10 ans, mais dans le monde, la planète sera un paradis. C'était pas à ce point-là, mais pas loin, tu vois. Et donc je me dis, j'ai découvert tous ces outils-là, il y a plein de gens qui viennent toujours m'en demander alors que j'en fais pas encore ce boulot, mais peut-être que si j'en fais ce boulot, effectivement, comme ils me le demandent, et que je me dis, si, vas-y, en fait, peut-être que moi je vais aider une personne, et cette personne, elle va aider 15, 20, 40, 50 personnes. Et puis ces 50 personnes, ils vont en aider 50 chacun, voire 100 chacun. Et je me dis, mais du coup, ça va aller super vite. Et donc, effectivement, ça va très vite. Quand tu compares à ne serait-ce qu'il y a 10, 12 ans, ou même quand j'ai commencé ce travail-là sur moi, sans le pro, il y a 15 ans, ça va très, très vite. Enfin, ce travail en intense, je te parle. Ça va très, très vite. Je vois qu'il y a encore des gens qui sont là, à être perché, bidule, machin, mais il y en a de moins en moins. Et même ceux qui pensent que t'es perché, bon, déjà à l'époque, ils te posaient des questions, mais là, ils posent vraiment beaucoup de questions. Mais c'était pour me dire, mais en fait, oui, moi je vais faire ça, lui il va faire ça, bidule, et puis tous ensemble, on va y arriver. Bon, c'était complètement utopique, mais en attendant, je vois quand même un changement et une belle évolution là-dessus. Mais... comme dans toute évolution, tout domaine, il y a toujours des gens qui se servent d'un sujet et à outrance, mal, et qui vont ralentir le mouvement du coup. Je sais pas si ce serait plus magique parce que ce serait encore la vie, tu vois, avec ses hauts et ses bas, mais il y aurait peut-être moins de... Oui, mais il y aurait moins... il y aurait plus d'enfants maltraités comme ça. Ouais, déjà, par rapport aux enfants. Du coup, il y aurait plus d'adultes qui ont besoin de maltraiter les nouveaux enfants. Il y aurait peut-être plus des gens, mais alors c'est très très loin, c'est très utopique, mais il y aurait peut-être plus des gens qui souffriraient de s'imposer telle ou telle chose, et je te parle dans un truc aussi con de garder un taf qui leur plaît pas, mais dans des trucs aussi graves que dans d'autres pays,
devoir subir des codes d'une tyrannie, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, il y aurait plus ce truc d'ego et de pouvoir, en fait. Ouais. D'ego mal placé, en tout cas. D'ego mal placé, parce que l'ego est sain. Enfin, l'ego doit être sain et l'ego est nécessaire. Sans ego, tu sais pas qui tu es, tu sais pas où tu es, tu sais pas où tu vas, tu sais pas en quoi t'es bon, en quoi t'es mauvais, mais il est sain. Quand t'as un ego malsain parce que t'es en souffrance, tu te fais du mal et tu détruis l'autre. Et du coup, tu détruis l'autre pour pas laisser rentrer l'autre aussi. Hein. Ouais. Alors, ce podcast va prendre 15 ans. Parce que ça fait 1h43. Est-ce que tu aurais une note de fin ou justement une citation qui toi, t'inspire et que tu aurais envie de partager, ou comment tu aurais envie en tout cas que ce podcast prenne fin? C'était très authentique en tout cas comme échange. Oui, j'ai envie de te dire, entre ça nous deux, c'est très régulièrement comme ça. Là. J'ai souvent oublié que c'était un podcast d'ailleurs. J'ai l'impression qu'on était en conversation toutes les deux, comme dames. Il y a tellement de choses, mais je pense vraiment tout est possible. Dans le pire comme dans le meilleur. Mais du coup dans le meilleur aussi pour soi, même si on a vécu le pire. Et de savoir que tout est possible dans le pire comme dans le meilleur, c'est aussi quand on sait qu'on a vécu des choses graves, ou qu'on a un post-trauma qui sort, ou qu'on est en train de vivre quelque chose de grave, de pas se dire mais non, j'hallucine, ou non c'est moi qui psychote, ou non je suis parano, ou non c'est rien, ou non c'est rien, ou non t'as vu, surtout encore une fois si t'as vécu du gaslighting, t'as vu ce que t'es capable d'inventer pour avoir la lumière sur toi, ou ce genre de bêtises qui peuvent traverser l'esprit de n'importe qui à n'importe quel moment. Et tout est possible dans le sens où même si on a fait des choses graves ou pas, on peut se pardonner et être une meilleure personne et devenir saine pour soi-même et saine pour l'autre. Et si on a vécu des choses graves, savoir qu'en fait, j'en suis la preuve vivante, toi aussi, en fait, une vie super belle et pleine d'amour est possible, quoi. Ça peut paraître bisounours, mais c'est tellement vrai. Et je pense que même la personne qui va te dire non, l'amour c'est cucu, bidule, machin, non, je pense que n'importe qui ne cherche que ça, ou ne veut donner, ou n'attend que ça, c'est l'amour. On est d'un acte d'amour. Alors ça peut être dit avec plein de mots différents, déjà selon les langues ou selon plus ou moins la vulgarité, mais on est d'un acte d'amour. Et on a besoin d'amour et de rythmique d'amour. Ça serait un autre podcast pour aller vraiment dans les détails, mais pour grandir, avoir confiance en soi et avoir des repères sains. C'est un besoin vital. Quand il y a un manque d'amour d'un des deux parents ou des deux parents, il y a forcément des comportements qui vont dévier. Et c'est pas irréversible, c'est en aucun cas irréversible. Donc je pense que même si on allait dans des choses très graves, être soit devenu bourreau, il est jamais trop tard pour se pardonner et aller mieux. Et si on a été la victime, de se dire ok, et comme tu l'as si bien dit, pas de pardonner l'autre, parce que ça c'est une violence si on n'est pas prêt ou si on n'a pas l'envie. C'est comme si on retirait toute notre réalité et notre souffrance. C'est plus de quoi j'ai besoin, moi. Se pardonner de s'être autorisé à être si violent peut-être envers soi aussi. Ouais, et puis j'ai été violent envers moi. Comment ça se fait, de quoi j'avais besoin, de quoi j'ai besoin aujourd'hui, et c'est ok. Et même quand on commence un travail sur soi, c'est ok encore d'avoir des up and down, c'est ok d'être en colère, c'est ok de pleurer. Voilà. Merci Marine. C'était plus qu'un mot. Hein.